Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis accompagné par Emeric aujourd'hui. Coucou Emeric. Salut! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler du commandeur 2020. Aujourd'hui on va aborder un gros morceau. On va aborder le deck Arcane Maelstrom, le deck Témur. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler, j'espère que ça se passe bien de votre côté. On est toujours en plein confinement, il paraît. Voilà, ça n'a pas changé depuis hier. Hein, enfin, il me semble, Hmm. Emeric, hein, ça n'a pas changé. Mais Euh, non. Pas encore. pas encore, non, non, non. On verra. Non, c'est encore un peu tôt. Donc voilà, du coup, j'espère que vous passerez un petit peu sur notre Discord pour venir discuter, profiter un petit peu de pouvoir quand même se voir en ligne au moins et parler un petit peu de ces decks, de la prochaine extension Ikoria également qui va sortir, mais aussi venir ce samedi, le 11 avril, ça y est, je vais y arriver à retenir la date, le 11 avril pour commencer à jouer à notre premier événement, notre deuxième techniquement, mais bon voilà, le premier était un test, mais venir à notre premier Hmm. événement Commander, le Saturday Night Commander. Voilà, on va faire quelques petites rondes de Commander pour le plaisir, avec des decks de niveau 8 ou moins. Voilà, bon, on aura une petite... vous pouvez venir sur le Discord trouver un lien où on a la description des niveaux des decks, tout ça. Et ça commence à 21h et ça sera rediffusé en live en plus sur la chaîne Twitch de la Tour de Commandement. Voilà, nouvelle chaîne Twitch, tous les liens sont dans la description. J'espère qu'on vous y retrouvera en tant que joueur ou en tant que participant. En tout cas, nous, ça nous fait le plaisir de continuer à organiser ça tous les samedis. Voilà, pour le moment, c'est le but. Hmm. Voilà, on est parti là-dessus. Donc voilà, venez nombreux, venez jouer, ça vous fera plaisir. Ça se passe sur Cocatrice aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc logiciel non officiel pour jouer à Magic, mais en même temps qui permet d'accéder à toutes les cartes. Donc bon voilà, c'est sympathique, ça permet de refaire ses decks sans avoir à dépenser un rond et pouvoir jouer en ligne derrière, c'est plutôt cool. Même moi je m'y suis mis. Avec du mal, hein, mais. Avec du mal, mais bon, j'ai fini par craquer parce que je voulais jouer. Hein. Donc voilà. Bref. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, notre adresse mail si jamais vous voulez nous contacter pour les sujets un peu plus lourds, pour poser des questions un petit peu plus avancées. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Et également, vous pouvez aller nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, que ce soit en regardant des publicités, en achetant quelques goodies, ou alors directement en nous tipant contre une contrepartie. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous typent déjà depuis un petit moment. Ça fait vraiment plaisir. Ça soutient vraiment la chaîne. Et moi, du coup, aussi, faut le dire. Voilà, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous voir nous soutenir de cette façon-là. Bref. Sur ce, on va peut-être passer au deck Commander quand même, hein, on va en parler. Ouais. Alors, le deck Arcane Maelstrom, donc Témur, bleu, rouge, vert. On a, du coup, on va encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je le reprécise, on va commencer par les nouveaux commandants du deck, puis ensuite on va parler des commandants qui sont réédités, même s'ils sont pas forcément dans les couleurs intégrales du deck. Ensuite on va parler de nouvelles cartes du Commander 2020, des nouvelles cartes qui viennent d'Ikoria et qui sont éditées en parallèle dans ce deck Commander. Et ensuite on va parler de toutes les rééditions. Je tiens à préciser, surtout dans ce deck, petit disclaimer, quand j'ai fait le script, j'ai évidemment viré pour moi toutes les cartes qui ne sont vraiment pas intéressantes. Et, il faut que je le dise tout de suite, il y en a beaucoup qui ont dégagé dans ce deck. Voilà. Donc je me suis dit que je n'allais pas forcément parler de toutes les cartes qui sont juste mais ou vraiment pas bonnes, parce que bon, on fait déjà des vidéos de près de 2 heures. Donc c'est vrai que Ouais. ça serait peut-être pas mal d'éviter de continuer comme ça avec des cartes qui ne valent pas forcément le coup. Donc voilà, on a fait le tri. Donc c'est possible qu'il y ait des cartes dont on parle pas, et si on n'en parle pas, c'est juste parce qu'elles sont pas intéressantes du tout. Voilà. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que si nous, on fait le tri en amont, vous aurez pas à le faire. Voilà, il y a ça aussi. À moins que vous voulez garder le deck tel quel, ça c'est votre choix. Bref, parlons du commandant principal de ce deck, qui s'appelle le Kalamax, Père des Tempêtes, qui coûte 4 dont un vert, un bleu et un rouge, c'est une 4-4 élémentale et dinosaure. A chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère à chaque tour, si Kalamax, Père des Tempêtes, est engagé, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. A chaque fois que vous copiez un sort d'éphémère, mettez un marqueur +1/+1 sur Kalamax. Bon, alors, on retrouve un truc qu'on avait retrouvé déjà sur notamment Gavi et Hakim, sur le deck précédent, sur le deck Jeskai, c'est le fait que ça soit le premier sort d'éphémère lancé à chaque tour.
Voilà. Ouais. Bon, C'est pour éviter, les one turn KO dès que le commandant arrive ou quoi. voilà, c'est ça. Après, C'est une valve de sécurité, on va dire. mhm. Après ce qui m'embête un peu plus, c'est la condition. C'est le fait qu'il faut que Calamax soit engagé. Ouais. Parce que bon, enfin, En général, si on parle maintenant, si on prend 2 secondes pour parler du commandant en tant que lui-même dans un deck spécifique et pas uniquement dans ce préco, du coup, il faut que si ce commandant vous intéresse vraiment, il faut qu'il parte avec 2 options. Le premier, c'est qu'il faut trouver un moyen de l'engager. Donc pour ça, il y a 2 trucs, c'est soit on l'attaque, soit on l'utilise pour d'autres trucs, en fait. Comme par exemple, il y a le tambour saute-feuille, c'est ça? oui, le tambour saute. C'est quoi le nom de l'artefact Ouais. voilà, l'artefact qu'on peut engager et engager une créature qu'on contrôle pour créer un mana, par exemple. Ouais. Après, vous pouvez utiliser Ce genre aussi d'effet, quoi. dans le même genre le rituel de Cryptolite qui donne la possibilité à toutes vos créatures de faire du mana en s'engageant. Voilà. Un peu dans Ouais. le même genre, quoi. Voilà. C'est ce genre de choses. Il y a les véhicules qu'on peut utiliser aussi. Il y a différents sorts Ouais. aussi qui demandent d'engager des créatures en tant que coût supplémentaire. C'est pas des sorts qui sont énormément joués, voilà, mais bon, ça peut être possible, quoi. Voilà. Les sorts avec la convocation aussi, on en parlait, ça fonctionne. Voilà. Mm. Mais Avec la convocation, il y a le manteau de paradis. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qui rendent la capacité de Calamax activable beaucoup plus facilement. Oui. Ça, c'est dans un premier temps. Et sinon, il y a toujours le build, et je pense que c'est ce qu'ils ont un petit peu essayé de faire avec ces decks. Il y a le build, je vais attaquer avec Calamax, et puis on verra bien ce qu'on fait. voilà. C'est un peu. Parce qu'il y a aussi les tricks de combat, tout simplement. Hein. Donner +1/+1, donner l'initiative en éphémère. Enfin, tous les éphémères qui en fait font que voilà, il y a possibilité d'avoir des tricks de combat. C'est ce qui m'embête beaucoup en fait dans ce deck pour le moment, c'est que. Enfin, dans ce deck. Là, en parlant juste du commandant, en fait, c'est que si on s'appuie sur le fait tricks de combat, vraiment la mécanique, enfin une mécanique qui tourne autour de ça. Le problème, c'est qu'en commandeur, on a tendance à pas les jouer les tricks de combat. C'est rare en fait. Généralement, on joue des éphémères et des rituels pour gérer les bêtes adverses, à la limite. Enfin, des éphémères plutôt pour gérer les bêtes adverses en tant que tricks de combat. Mais on n'utilise pas des trucs qui vont booster par exemple les créatures. C'est très très rare, à moins d'avoir un deck très aggro. Non, bon. Ouais. Je suis un petit peu, pour le moment, je suis pas mal déçu par ce commandant. Il y a un potentiel derrière. On est là, ouais, mon dieu, il gagne des marqueurs et tout, il copie des éphémères. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que bon, quand il est engagé, durant les tours adverses, vous pouvez aussi copier un éphémère, quoi. Ça peut être des éphémères de gestion. En plus, on est en bleu, rouge, vert. Il y a de la gestion disponible. Hein. Voilà, il y en a dans le deck. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a quand même une certaine logique derrière, mais c'est vrai que, moi, je trouve que ça fait un petit peu. C'est un petit peu beaucoup. Et encore une fois, on retrouve le côté un peu Catril du deck Abzan, c'est que c'est lui qui gagne les marqueurs quand vous copiez les éphémères, donc du coup ça veut dire que le commandant va être encore une fois extrêmement important dans ce deck là. Mm. Voilà. Ouais. Mais clairement, en fait, la bête, elle a un énorme potentiel, hein. On dit pas que la créature est pas bien, loin de là, hein. Mais disons qu'à mon avis, elle est au vu global du truc, elle sera pas aidée en fait. Elle est pas aidée en fait. Et c'est un petit peu dommage, je Voilà. trouve. Bon, on en reparlera quand on aura examiné tout le deck Ouais. avec vous, hein. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on y va un petit peu tiède. Voilà, on est un Tâton. petit peu tiède sur ce deck là. Ouais. Juste un dernier petit détail, mince. Oui, tu disais qu'elle était pas aidée, mais en fait, j'ai surtout l'impression que pour builder autour, il va falloir vraiment s'arracher les cheveux un petit peu quand même. On n'est pas sur un build qui va être Ouais. très facile, quoi. Non, voilà. On va en Ouais, ouais, reparler, ouais. mais parce que bon, rien que le fait que sa deuxième capacité qui dit que c'est à chaque fois que vous copiez un éphémère, c'est vrai que finalement, les sorts qui permettent de copier, il y en a qui existent, hein, je veux pas dire le contraire. Il y en a pas mal qui existent, mais c'est vrai que baser un deck absolument sur toute la copie d'éphémères en plus, hein, du coup les rituels on peut les mettre de côté, hein, je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans le deck, un truc du genre. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe, quoi. Je trouve ça un petit peu complexe. Ouais, je suis d'accord. Bon, Il demande des contraintes de construction assez importantes, hein. ouais. Bah, bon, on va passer à la seconde parce que sinon on va passer des minutes sur celle-ci. Oui, oui, oui. Alors, Xiris, la tempête sinuante, pour 2, un vert, un bleu et un rouge, c'est un serpent léviathan 3/5, vol. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte
excepté la première qu'il pioche pendant chacune de ses étapes de pioche, crée un jeton de créature à 1 verte serpent. Et à chaque fois que Xiris, la tempête sinuante, inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur et vous piochez chacun autant de cartes. Comment dire? Ouais, c'est... En fait, vous allez souvent mettre 3 avec. Les gens, ils seront là, oui, vas-y, je veux bien prendre 3. Parce que ça me fera piocher 3. Et ça vous fera piocher 3 à vous aussi. Et vu qu'un adversaire va piocher 3, vous allez créer 3 serpents, etc. Beaucoup de potentiel sur le papier aussi. Mais là, c'est un deck qui va demander des cartes un peu idiotes comme Roue de la Fortune, Mage de la Roue, Roue du Destin, Aubaine. Encore les effets de Will. Tous les oui effects en fait. Ouais. Mais là, pour vous donner une idée, on va extrapoler, on va dire que j'arrive à avoir Xiris sur la table et que je vais faire une Roue de la Fortune. Chaque adversaire va se défausser de sa main et piocher 7, et moi aussi. Mais moi, je vais créer 21 serpents. Yep, c'est fort. Honnêtement, c'est... Après, voilà, les serpents ont pas de capacité, ce qui le... Enfin, je veux dire, ils auraient eu le contact mortel en plus, ça aurait été extrêmement fort, et je pense que ça aurait été un peu plus dissuasif aussi de la part pour les adversaires. Ils auraient peut-être eu moins tendance à prendre les dégâts. Là, le fait qu'ils aient pas de capacité que sur des créatures vanilla, en fait, ça les rend juste, voilà, ça fait, oui, j'ai quelques bloqueurs, tout ça, c'est sympa. Après, bon, avec beaucoup de jetons, on fait beaucoup de choses aussi, hein, je veux dire, on peut très bien... bah voilà, j'avais parlé de... du rituel de Cryptolite qui fait que vous avez vos créatures qui peuvent faire du mana. C'est vrai que c'est un bon exemple. Je veux dire, d'un seul coup, tu te mets à ramper comme un gros taré parce qu'en fait, t'as eu l'enchantement qui va permettre à tous tes jetons de serpent de faire du mana. Donc bon, c'est assez pratique. Il faut avoir les moyens d'utiliser, je pense, ces jetons de manière utile. Après, ouais, comme tu dis, hein, les effets de Will. Je veux dire, en plus, on a le bleu et le rouge qui sont présents. Bah, encore une fois, hein, comme pour le deck recyclage avec les partenaires, hein, finalement, on a, voilà, on a des nouveaux commandants Will. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que c'est assez stupide. Ce que je verrais aussi plutôt pas mal... En tout cas, là, tel quel, c'est ce que la carte m'inspire, quoi. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, les couleurs sont là, le machin il dit oui, bah alors les adversaires ils piochent, tant mieux pour moi. Non, bon. C'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi un bon ajout dans les decks. Comment il s'appelle les Commodore 2016 sans le noir. Le groupe Hug. Le groupe Hug, Kinayo Setiro. Oui, ça a l'air pas mal, oui. Ouais. Ça peut avoir un petit air de groupe Hug, en effet. Un petit peu aggro, mais groupe Hug. Parce que c'est bon, en échange de 3 points de vie, je te fais piocher 3 cartes, comme ça je t'aide un petit peu. C'est... Oui. Puis vous, ça vous fait de la défense. Je trouve ça cool. Voilà, ouais, je pourrais jouer dans Kenrit aussi, c'est vrai que c'est valable. Surtout qu'en plus, sur Kenrit, il y a des trucs qui font piocher même les adversaires, donc la capacité qui permet de faire piocher même les adversaires. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu group hug, mais qui peut aussi être utilisé de manière un peu plus débile, je pense. Notamment si vous arrivez... moi je pense aussi derrière... parce que bon, c'est quand même, vous piochez autant de cartes, c'est assez violent. Si vous arrivez à faire en sorte de booster Xiris aussi, donc d'y aller aussi... alors moi je jouerais peut-être plus avec des enchantements, du coup, pour le boost. Mais ça peut être sympa, quoi. Ça peut être sympa. Donc ouais, un commandant sympathique, complètement dans une autre logique que Kalamax, pour le coup. Hein. À moins qu'on le joue justement uniquement avec des boosts pour piocher et faire une tonne de serpents, quoi. Ouais. Bon, on va continuer avec les partenaires. On va commencer avec Paco, Retriever ésotérique, qui est un élémental chien de chasse pour 5, dont un rouge et un vert. C'est une 3-3. Qui est le partenariat avec Aldan, il a la célérité, et à chaque fois que Paco, Retriever ésotérique attaque, exile la carte dessus de la bibliothèque de chaque joueur, et mettez un marqueur rabattage sur chacune d'elles. Mettez un marqueur +1/+1 sur Paco pour chaque carte non créature exilée de cette manière. Bah ma foi, c'est un fort joli chien. Moi j'aime bien les chiens, donc voilà. Hein. Mais je veux dire, il a la célérité, donc du coup sa capacité elle se déclenche tout de suite. Bon alors, il y a les marqueurs uniquement pour les cartes non créatures, mais bon, ça inclut les terrains aussi, ce qui est quand même un sacré pourcentage de chance de tomber dessus. Donc je veux dire, logiquement, je pense que sur les 4 cartes, vous pouvez facilement tomber sur 2 cartes non créatures, au minimum. Voilà. Ouais. Donc bon, du coup ça fait que finalement vous avez une 5-5 célérité autour, voilà, pour 5. C'est plutôt pas mal. Ouais,
Moi je l'aime bien, Paco. Il est sympa. Ouais, ouais, il est cool. C'est un genre de second Italie. Voilà. Après, bon, pour le moment, on n'a pas dit que c'était un Italie. Voilà. Il nous manque la deuxième partie, il nous manque Aldan qui va très très bien Oui, avec Paco et on sent qu'il y a c'est vraiment la ça. grosse synergie entre les deux. Mais c'est vrai que déjà en soi, bah Ouais. voilà, c'est un commandant assez agressif, bourrin, qui peut se booster tout seul tranquille Mm, comme un grand. Et puis du coup avec Aldan, par contre, lui, il fait mm, des choses. Donc bah écoute, je vais te laisser le lire. ouais. Oui, oui. Aldan, donc l'arcaniste avide pour 2 et un bleu. C'est un humain sorcier 1/4, donc il est partenaire avec Paco. Et vous pouvez jouer des cartes non créatures avec des marqueurs rabattage sur elles depuis l'exil. Si vous les avez exilées, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ces sorts. Donc voilà, à eux deux, ils font un Italie. Ouais, il faut en Italie surtout, enfin, parce que Italie nous permet uniquement de les lancer sur le moment, tandis que là, bah du coup, Aldan il dit ok, bah on peut faire un stock et tout, celles-ci on les jouera plus tard, voilà. Elles sont stockées avec Paco en fait. Alors j'aime bien la petite Ouais. précision, c'est vous pouvez jouer des cartes non créatures avec des marqueurs rabattage sur elles depuis l'exil si vous les avez exilées, voilà. Pour Mm, éviter qu'on commence à jouer les cartes exilées par un autre Paco sur le champ de bataille, voilà. Donc bon, c'est mon chien, c'est pas un autre, voilà. Mais c'est ça. par contre, ce qui m'embête un petit peu, parce que Etalie dit qu'on peut jouer toutes les sorts, là, on peut uniquement jouer les cartes non créatures. Donc du coup, on ne peut pas récupérer les créatures adverses, ce qui est un petit peu gênant, je trouve, d'une certaine façon. Oui, Non, voilà, ouais, ouais. Bah parce il veut être le seul auprès de Aldan, c'est... c'est ça. Plus le fait aussi que on doit quand même payer le coût des sorts. Voilà. Voilà. Ouais. Etalie est quand même plus puissant d'une certaine façon, en étant plus random, alors que Aldan permet de contrôler un petit peu qu'est-ce que je vais jouer à quel moment. Euh, Voilà, donc c'est peut-être là, il y a une bonne synergie, mais voilà, je veux dire, vous attendez pas à avoir des grosses créatures, à la limite vous les aurez exilées, c'est déjà ça. Je pense qu'on peut se dire que Mm, c'est un bon point de départ, quoi. Voilà, voilà. Non, ouais, bah ouais, le couple de partenaires là, il est sympa. J'aurais pas c'est overpété ça. comme d'autres, voilà, il y en a encore qui m'ont marqué plus que eux, mais il est vraiment cool. Mm. Après, plus je les lis, plus en fait, bah, j'adore le design de la carte, j'adore l'artwork de la carte, Mhm, mais ça me semble un petit peu poussif en fait. Parce que 5 de mana pour un 3/3 qui a pas de protection, pas d'évasion, mhm. qui a besoin d'attaquer pour que sa capacité fonctionne, Ouais, c'est et en complexe. tout, il faut que tu payes 8 mana sur 2 tours, Ouais, minimum, hein. Enfin, si tu veux sortir curvé, il faut que tu joues 8 mana sur 2 tours, ou 7 si t'as un réducteur ou quoi, sans que t'aies aucun avantage encore au moment où, tu vois, ouais, c'est vrai que c'est poussif, hein. c'est un petit peu poussif. Je pense que c'est plus un duo de partenaires qui va être joué pour le plaisir, vraiment pour le côté un peu casu. Je le vois mal partir. Bah, de toute façon, à partir du moment où on joue aussi un petit peu avec les decks adverses, mais avec des restrictions, forcément, on Hmm. va pas jouer un deck ultra combo ou ultra synergique. On va être sur quelque chose. Bon, après, Paco, on peut lui donner le vol par exemple, parce que bon, on a le bleu qui est à côté avec Aldan. Donc il y a des moyens en fait de faire fonctionner un petit peu ce deck et donner de l'évasion à Paco. Ne serait-ce que j'y pense, Ouais. hein, je sais plus comment il s'appelle. L'enchantement pour un bleu de Teros qui donne l'imbloquable à une créature et qui fait regard 1 en plus quand il attaque. Il y a une certaine Forme synergie aqueuse. avec ça. De quoi? La forme aqueuse. La forme aqueuse, voilà, c'est ça. La forme aqueuse, voilà, c'est vrai que c'est une excellente carte qui fonctionne très bien avec ça. Voilà, en plus, bah, du coup, ça permet de filtrer la carte dessus la bibliothèque. Si c'est une carte de créature, tu peux la remettre en dessous, tout ça. Enfin, de ta Ouais. bibliothèque, évidemment. C'est déjà. C'est un petit truc en plus, quoi, voilà. Il y a des synergies qui sont possibles pour rendre le duo un peu plus efficace. Et mais c'est Hmm. vrai que ça demande un build-up, quoi. Ça demande un build-up. Hmm. Ce qui fait Si que du dans un coup. si le comment Voilà. Hmm. si le duo intéresse, je pense que même en tant que commandant, ils ont un petit truc à faire. Tu peux mettre Stolen Strategy, la carte de Battle Bond, Oui, oui, dilatation de l'esprit, tu peux jouer tous les clones. tous ces genres de trucs qui ouais ah, Ah bah pas oui, vraiment un build de clone là, t'as ouais. juste envie de jouer avec le dessus du deck des autres. En fait. Ouais, mais je me dis en fait, on pourrait juste faire un deck Témur, je joue avec ton deck. En fait, tu joues Hmm. avec le deck des autres et tu joues les clones.
T'en as en bleu, t'en as en Ouais. bleu-vert en plus. Du coup, ouais, tu joues Student Stratégie. Tu peux jouer aussi le sort bleu. Comment il s'appelle encore? Dilatation de l'esprit. Qui Mm. dit que du coup, quand tu joues, un adversaire joue son premier sort à chaque tour, il exile la carte dessus de sa bibliothèque et tu peux la jouer gratuitement. En fait, pour moi, c'est. Tu pourrais jouer un deck. En gros, je joue ton deck à ta place. Avec ces Ouais, deux-là bah, c'est et ça. avec le deck buildé autour. Et qui plus est avec une autre carte dont on va parler juste après, un autre commandant. Mais voilà, c'est. Je pense qu'il y a. À la limite, voilà, le deck il pourrait jouer juste comme ça. Eux ils vont jouer leur rôle dedans, Ouais. mais c'est pas la carte qui va faire que. Après, si, bon, Paco, c'est vrai que avec un peu de chance, tu peux avoir une bête qui est assez grosse, tu lui donnes de l'évasion, quoi. Tu pourrais one shot avec. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant parce que l'un à côté de l'autre, en fait, ça fait un panorama. Oui, c'est ça. C'est bien Et pensé. par contre, bon point, Mhm. on peut. Bah alors, on doit les jouer ensemble, mais ils sont pas obligés d'être tous les deux sur le champ de bataille pour que ça fonctionne. Oui, On peut attaquer avec Paco, exiler des cartes. Malheureusement, se le faire gérer, mais c'est pas grave, vous aurez quand même exilé le truc. Et après, si vous jouez Aldan, vous pouvez quand même jouer les cartes. oui, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que bah, il y a d'autres couples de partenaires en fait où les créatures sont quasiment obligées d'être en même temps ensemble pour avoir une réelle efficacité, avoir la synergie ensemble. Là, c'est pas nécessaire. C'est cool. Mm. Mm. Ouais. Bon, le commandant suivant. Alors du coup là, c'est les commandants qui sont réédités. Ils ne sont pas valables en tant que commandement ces couleurs-là. On a Talrand, invocateur céleste. Alors bon, là, je pense qu'on le présente plus, hein, Talrand. Je veux dire, l'onde d'un sorcier qui fait des 2-2 à chaque fois que vous lancez les éphémères rituels. Euh, je vais juste me permettre de dire un truc, je le trouve complètement HS avec Calamax. Enfin, complètement. Il est à moitié HS pour moi. Parce que étant donné que Calamax s'amuse à copier des éphémères et dire voilà, j'aime bien quand on copie des éphémères, c'est vrai que avoir Talrand qui lui ne se déclenche que. Enfin, sa capacité ne se déclenche qu'au moment où vous lancez les sorts, je le trouve un petit peu moyen quoi. Voilà, c'est. Voilà, limite, vous Ouais. ferez juste votre Dracon et puis voilà, le sort copié, on s'en fout. Donc bon, après, ça build de la Mm. défense, c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que dans les decks qui copient beaucoup de sorts, Talrand c'est un peu moins intéressant quoi. Enfin bon. Après c'est une énième réédition, c'est Oui. surtout ça Non, mais aussi. ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est une énième réédition, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Ouais, parce que Ça bon, pourrait être. ça commence à devenir systématique, j'ai l'impression qu'ils l'ont réédité dans quasiment tous les decks Commander ces dernières années. Hein. C'est fou. Alors, attends. Ah, monsieur va vérifier. C'est possible, hein, mais... Oui. Après, c'est vrai que quand on regarde, c'est un grand classique du Commander. Je veux dire, il est joué depuis que le format existe. Alors, il était... Ah oui. Oui, quand même un petit Non, peu. non, non, c'était. Ouais, mais c'était 2015, Duel Deck, 2019, 2020. Ouais, voilà. En fait, on l'a eu l'année dernière, c'est pour ça surtout. Je Ouais, pense que c'est ça en fait c'est qui vrai. personnellement m'énerve le plus, mais je trouve ça un peu Mm. dommage, c'est que il y a tellement d'autres cartes à mettre, surtout quand on veut construire un deck, surtout pour Calamax quoi, donc Ouais, donc bon, c'est... eh, Ouais. Après bon, eh, ça reste un bon commandant en dehors de ça. Hein, je veux dire, oui, c'est un commandant fort sympathique. Bref. alors qu'ils auraient pu mettre, je sais pas, Baral. Oui, oui. Ensuite, du coup, le prochain c'est Etali, Tempête Primordiale, donc pour 4 rouge, ancêtre et dinosaure 6/6. À chaque fois qu'Etali, Tempête Primordiale attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de cartes non-terrain, exilées de cette manière sans payer leur coût de mana. Donc à lui tout seul, il fait ce que font Paco et Aldan. En mieux. En mieux en plus. Elle gagne pas de Mm. marqueur, mais derrière, elle permet de jouer n'importe quel type de carte. Enfin, de lancer n'importe quel type de sort. Et en plus, Non, non, derrière... Aldan et Paco, ils peuvent jouer des terrains. Oui, ils peuvent jouer les terrains, c'est vrai. Ouais. Là, on s'occupe juste des sorts avec Etali, mais on peut jouer les créatures aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et Mm. surtout, on le fait gratuitement. Contrairement à Paco et Aldan, ce qui est pour moi une énorme différence. Ouais. Le seul souci, c'est qu'on le fait sur Après, le bon, moment, quoi. même si c'était il y a pas si longtemps, Mm, avoir un Etali dans un pack, ça fait quand même du bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Etali. mm. Ce qui est dommage parce que c'est une bonne créature. Ouais. Je la joue dans pas Elle mal de rentre dans decks. Hein. beaucoup de stratégies. Mm. Ouais, Ouais. elle est cool. Ouais, très cool. Très bonne réédition. Ah, la suivante. Rashmi, façonneuse des éternités.
Donc, une créature elfe et druide qui coûte 4, dont un vert et un bleu, c'est une 2-3. À chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, révélez la carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non-terrain avec un coût converti de mana inférieur à celui de ce sort, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Si vous ne lancez pas la carte révélée, mettez-la dans votre main. Bon, alors pourquoi je fais A? Parce que j'aime bien Rashmi, parce que j'ai un deck Rashmi, je suis Il est content. content. Bah oui, évidemment. Bah en fait, ce que j'aime bien chez Rashmi, c'est le fait qu'elle fait une sorte de mini cascade. En gros, c'est voilà, vous allez révéler la carte de la bibliothèque. Si elle est moins chère, elle peut être lancée gratuitement. Sinon, bah ça va dans la main. Que ça soit un terrain ou que ça soit justement une carte beaucoup plus chère. Donc pour moi, il y a de la value qui est systématique. Et alors, est-ce qu'elle s'intègre bien dans Kalamax? Bah, étant donné que Kalamax joue sur les éphémères, du coup ça veut dire que vous allez pouvoir en jouer durant le tour de l'adversaire. Donc du coup, comme Rashmi se déclenche aussi durant les tours adverses, ouais, ça peut fonctionner. Après, est-ce que ça fonctionne si bien que ça dans ce deck? J'ai quand même un petit doute, hein. Comme pour Audric, je sais pas, parce que Rashmi, je l'ai jamais joué. Voilà, je sais pas du tout. Je connais beaucoup de decks, enfin de gens qui jouent Rashmi et qui aiment bien le deck, mais moi, étant donné que j'ai jamais mis les mains dessus, j'ai pas assez d'expertise. Après, à lire comme ça, ben ouais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est genre jouer un sort qui n'a rien à voir. Tu lances, je sais pas, t'es au début de ton tour, t'as ton Kalamax, t'as attaqué avec, ou même pendant. Et après, je sais pas, tu joues une créature et puis bah tu vas piffer un enchantement, un éphémère au pif. Ouais, Du par coup, tu vas exemple. pouvoir le copier. Après, ça demande de builder pas mal autour. C'est mignon. Ouais. Je sais pas, le Ouais, truc c'est c'est mignon. que Mais tu vois, si je devais refaire un deck Kalamax, je mettrais pas Rashmi dedans, quoi. Non, ouais, je suis pas Du trop moins d'accord pas non plus. instinctivement. Ben, Rashmi en plus de... Enfin bon, comme je la joue, je la connais quand même pas mal. Pour moi, ça demande un bon build-up autour, surtout au niveau du contrôle dessus de la bibliothèque. Parce que bon, à la limite, c'est juste un engin value dans le deck de base, voilà, il est correct. Hein. Au minimum, vous piocherez une carte, dites-vous que c'est ça. Donc bon, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que dans le deck Kalamax, c'est un peu bizarre de l'avoir, parce que ça demande beaucoup de construction autour Rashmi, pour que ce soit réellement efficace. Personnellement, je la mets pas dans tous les decks. Hein. Ouais. Par contre, du coup, ouais, bah même si c'est comme Italie, hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais beaucoup de gens l'ont pas en fait. Voilà. Donc c'est une réimpression qui fait plaisir aussi. Yep. Le prochain, c'est Melek, le parangon d'Izzet. Donc pour 4, un bleu et un rouge, vous avez une anomalie et sorcier de 4. Vous pouvez jouer avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Vous pouvez lancer des sorts d'éphémères et de rituels depuis le dessus de votre bibliothèque. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre bibliothèque, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Alors, quand on a vu la liste, un des premiers trucs que j'ai dit à Thibaut, c'est « Ouais, super, il y a encore Melek. » Bon. Je suis en train de regarder les rééditions. C'était ma petite déception. Mais en fait, il a pas été c'est logique qu'il soit là. Il n'a pas été réédité depuis Commander 2015. Hein. Oh, mais j'ai l'impression de le voir. Ah bah non. Il a été édité dans son édition bon, originale, la promo qui allait avec, et en plus, Ouais. donc du coup c'était Labyrinthe du Dragon, et en plus Commander 2015. Donc techniquement c'est la première réédition depuis 5 ans. Ah, mais j'ai l'impression de le voir beaucoup plus Ah souvent. bah Pour non. moi, c'est moi. Là. Ok. Petite Désolé fixette de la part de... Melek, désolé d'avoir paru un peu salé quand j'ai revu Melek. Non, mais blague mise à part, en fait, dans le deck, il est pertinent. Pourquoi? Parce qu'il va se curver très bien après Kalamax, parce que bon, vous allez trouver un moyen de ramper, il y en a dans le deck. Vous allez avoir votre Kalamax, puis ensuite vous allez jouer Melek. Si au-dessus c'est un éphémère, vous allez le copier 2 fois, du coup. Ouais. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Et comme on a dit, hein, dans la construction du deck, il y a exactement 26 sorts de créatures pour 25 éphémères et un rituel. Ouais, on est là-dedans. Donc, souvent, ça va matcher quoi, entre quand vous allez avoir votre Melek en jeu. Ouais. Donc, ouais, il est bienvenu. Il est très logique en fait dans le deck. C'est l'une des rares créatures que je mettrais dans le deck qui
qui va complètement avec Calamax. Donc voilà, si vous voulez jouer Calamax, gardez Melek, c'est une des cartes qu'il faut, qui synergise vraiment avec ce commandant-là. Donc ouais, comme tu as expliqué, hein, y a rien à ajouter là pour le coup. Ouais. Par contre, on va parler un petit peu de la suivante aussi. On va parler de Moot, la mère pilleuse, une créature légendaire gobelin chaman qui coûte 6, dont 2 hybrides rouge-vert. C'est une 3-3 qui arrive sur le champ de bataille avec 2 jetons de créatures, 1-1 rouge, vert, gobelin et guerrier. Et en plus, chaque sort d'éphémère ou de rituel rouge ou vert que vous lancez a la conspiration. C'est-à-dire qu'au moment où vous le lancez, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez, qui partagent une couleur avec ce sort. Quand vous faites ainsi, copiez-le et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Ouais, je sais pas, la conspiration c'est pas vraiment une des mécaniques que j'aime beaucoup. Parce que c'est très limité, hein. Je veux dire, il y a eu 2 éditions, c'était Sombreland qui jouait avec. C'est pas mal limité, soyons honnêtes. Et derrière, surtout, le truc c'est que là ça s'attarde que sur les sorts rouges et verts. Il faut absolument avoir des créatures pour pouvoir copier, donc du coup il faut quand même en engager 2. Alors certes là, Moot, elle propose de le faire en fait. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est... Alors attendez, faut que je calcule. Là je suis en train de réfléchir, c'est-à-dire que j'avais pas calculé au niveau des règles, comment ça se passe. Mais c'est au moment où vous lancez le sort, donc du coup, vous êtes en train de le lancer, donc du coup il n'est pas encore en pile, donc du coup la capacité de Calamax n'est pas encore déclenchée. Donc du coup vous pouvez à ce moment-là engager les 2 créatures, dont Calamax en fait, et pourquoi pas Moot, pour profiter de la copie en fait. Voilà. Ouais. C'est assez intéressant parce que du coup on aurait 2 copies. Il y a une synergie qui est assez intéressante, mais malheureusement le fait que ça demande d'engager 2 créatures, je trouve ça beaucoup. Parce qu'on est dans un deck où il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, c'est le deck littéralement dans toute l'édition Commandant 2020 qui en a le moins. 21, 22 avec le Commandant. 21. Voilà. Aïe, ça fait quand même que 20% du deck. C'est un peu léger. En fait, j'ai l'impression que ça fait un effet supplémentaire à la Melek, mais c'est un peu plus clunky, quoi. Voilà. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est un peu ça. Ouais, voilà, ce sera incidentel. Si c'est là, si c'est là, vous allez pas vous en priver. Mais n'essayez pas de pousser le jeu pour pouvoir le faire, en fait. Ouais. Après, elle coûte 6, quoi. C'est ça qui m'embête aussi. Elle est assez chère. Melek, il est plus efficace pour le même coût. Ouais. Bon. Ouais. Bah après, par contre, j'ai regardé j'ai de re-regarder la liste. Et il y a que 1, 2, 3, il y a que 4 éphémères sur lesquels tu touches pas en fait. Avec Moot pour la conspiration. Ah, avec le bleu, d'accord, ok. Des sorts qui sont que bleus. Ouais. Ok. Ouais, donc en vrai ça se tente, mais ouais c'est incidentel, c'est un effet en plus. En fait si vous avez le choix dans votre main entre Moot ou Melek, vous faites Melek tous les jours, quoi. Ouais. Après il y a aussi autre chose qui me dérange, c'est que il faut que les créatures qui sont engagées partagent une couleur avec le sort lancé. C'est-à-dire que si vous lancez un sort rouge mais que vous avez malheureusement une créature verte sur le champ de bataille en plus à côté, t'es là, ah merde, merde, voilà. C'est un peu le souci. Bon après, Moot est là pour s'engager éventuellement, je veux dire c'est pas une bête que vous allez garder pour bloquer ou attaquer, mais voilà, c'est un peu gênant. Ouais. Bon, parlons des nouvelles cartes de l'extension, Commander 2020. On va commencer avec une grosse bête, une fort grosse bête. Je vais te laisser commencer. Oui, merci, super, vive le nom. Le Gigantotherium vorace. Donc pour 5 verts, c'est une bête 3-3 qui a le dévorement 3. Donc le dévorement, c'est au moment où cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures, et cette créature arrive sur le champ de bataille avec 3 fois le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Ok. Quand le Gigantotherium vorace arrive sur le champ de bataille, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre jusqu'à X créatures ciblées. X étant sa force. Chacune de ces créatures inflige un nombre de blessures égal à sa force au Gigantotherium vorace. Ouais. Bah, c'est une sorte de vorace, mais avec un effet Grotama en échange. Un effet Grotama dans le sens où les créatures... Ça ressemble à Polukranos en fait. Ouais, en fait... Ouais. Ça ressemble plus à Polukranos que Grotama, mais c'est vrai qu'il est...
Mais à part manger tes jetons que t'as fait avec Talrand, enfin, Ouais. quand on regarde les créatures de la liste, est-ce que t'as vraiment envie de les sacrifier dessus? Bah déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, les serpents de, bah il y aura les serpents de Voilà. Xyris, C'est... si t'en as. ouais, c'est les serpents du coup du commandant secondaire Xyris qui seraient les candidats les plus probables à se faire bouffer. Après, Ouais. honnêtement, ouais. Enfin, je sais pas s'il est bien dans ce deck, mais après ça reste une bonne créature, quoi. Je veux dire, un dévorement 3 qui est suivi d'un fight derrière. Je veux dire, tu le joues dans un deck jeton, c'est l'équivalent d'une Vrasse sélective. Euh, Tu le joues dans un deck qui joue un petit peu sur le sacrifice, bah c'est pareil. Enfin, je veux dire, il suffit que tu aies sacrifié, je sais pas, imaginons, tu sacrifies 4-5 créatures, ce qui est déjà pas mal, hein. Il arrive du coup Hmm. avec 15 jetons, imaginons. Ça fait 18 blessures à répartir comme tu le souhaites. C'est assez violent, hein. C'est assez violent. Euh, Voilà. Bon, là je vais un petit peu fort, hein. 5 créatures ça paraît beaucoup, mais c'est vrai qu'avec quelques jetons, c'est assez vite réglé, hein. dans un deck jeton, c'est faisable. Ouais, Complètement faisable. complètement. Hmm. Donc voilà, je pense que c'est une bonne carte. Après, dans ce deck-là, bah, c'est vrai que je la mettrais plus avec Zyris, si c'est le commandant principal, qu'avec Kalamax. C'est ça. Mhm. Voilà. Bah après, ça reste une bonne carte, hein. Je veux dire, pour le coup de mana, ses capacités, pas vraiment à se plaindre. Ouais, il a des effets intéressants, c'est cool. Mhm. Le suivant, c'est le métamorphe naissant, un change-forme qui coûte 2, dont un bleu, c'est une 1-1. Et à chaque fois qu'il attaque ou qu'il bloque, l'adversaire ciblé révèle les cartes de dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Et il devient une copie de cette carte jusqu'à la fin du tour. Ce joueur met ensuite toutes les cartes révélées de cette manière au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bah on joue la loterie, hein. Je veux dire, ça c'est assez honnête. On est sur Hmm. une créature qui joue à la loterie. Alors après, bon, si vous allez, comment dire, parce qu'en plus, enfin, c'est l'adversaire ciblé. Ça, j'aime bien. C'est que c'est pas le joueur défenseur, c'est l'adversaire ciblé. Donc du coup, vous pouvez attaquer un joueur qui joue pas trop aggro en ciblant un autre joueur qui joue justement un petit peu plus agressif avec des grosses bêtes, par exemple. Ça, c'est Hmm. ce qui est marrant. Après, j'aime bien aussi le fait que toutes les cartes révélées sont mélangées au-dessous. Alors, ça a l'air de rien, parce que bon, ça a l'air logique. On a révélé les cartes, on va forcément les remettre en dessous. Mais d'une certaine manière, étant donné qu'il y a pas mal de cartes qui existent pour trier le dessus de la bibliothèque, euh, je trouve Comme ça Scroll intéressant. Rack. Comme Scroll Rack, comme Brainstorm, comme la toupie, voilà, enfin bon. Il y a plein de trucs qui font que voilà, vous pouvez trier un petit peu le dessus de la bibliothèque, anticiper un petit peu ce qui va arriver. Il y a beaucoup de scry qui existent dans le format. Donc voilà, le regard. Mhm. C'est vrai que bon, le fait d'avoir le métamorphe naissant qui dit ah bah attends, moi je vais mettre toutes tes cartes en dessous. Voilà, bah c'est assez intéressant aussi quoi. Surtout que bah généralement quelqu'un qui a trié le dessus de sa bibliothèque et qui a gardé les cartes dans un certain ordre, on peut estimer que s'il joue des créatures, c'est parce qu'il en a une bonne. Voilà, créature. Donc voilà, c'est ouais, j'aime bien. Il est sympa, il est pas cher. Random, mais pas cher. Hmm. Enfin voilà, random et sympa. C'est pas une Voilà, grosse c'est carte. beaucoup trop random. Voilà, c'est ça. C'est pas une grosse carte parce que c'est beaucoup trop random, justement. Voilà. Après, c'est marrant, quoi. Je veux dire, vous voulez jouer un petit deck un peu KO, Oui, un oui. peu, un peu randomisation. Voilà, il y a lui. Hmm. Le contemplateur des clairières, c'est une bête pour 2 et 1 vert. C'est une 2/4. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, ce joueur pioche une carte. What the fuck. Ok. What the fuck, l'effet Attends. symétrique. Ouais, donc en fait, c'est genre ça pousse les gens à jouer en éphémère. Ouais. Ok. Hmm. Enfin, ça a l'air comment? Ça leur donne un cadeau quoi. Enfin, Ouais, c'est ça un les peu le problème. récompense. Voilà. C'est le problème d'avoir un effet pareil qui est symétrique, parce que c'est quand même... bah écoute, tu joues des éphémères en éphémère et tu pioches une carte en plus. What? Ah mais c'est une carte pour Xyris. C'est une... Oui, c'est une carte pour Xyris qui dit que voilà, bah ouais, tu pioches, bah du coup, moi je fais un serpent. Voilà, Hmm. c'est une carte qui est plus là pour Xyris. Après, enfin, ça se comprend aussi avec Kalamax, parce que comme il propose que je puisse copier le premier éphémère que je lance à chaque tour s'il est engagé, bah du coup, si je lance des éphémères pendant le Mhm. tour adverse, bah je les copie, et donc du coup, le contemplateur d'Eclaria, il est content, il te donne une carte, quoi. C'est Oui, oui. justifié aussi avec Kalamax, mais pour moi, en fait, le contre-coup, il est trop fort, quoi. Je veux dire, je préférais que la carte soit non symétrique, en fait, et qu'elle coûte plus cher. Parce que là, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd, hein. Je veux dire,
donner un avantage pareil à vos adversaires, sachant que, il faut quand même l'avouer, on est en commandeur, on joue souvent pendant le tour des adversaires. On joue beaucoup pendant notre tour, mais on joue aussi, on garde toujours quelque chose pour jouer pendant le tour des adversaires. Donc du coup, c'est trop fort en fait de donner une récompense à ceux qui font cet effort-là de jouer pendant le tour adverse. Je suis pas un grand fan. Ouais. Après, bon, dans un deck groupe Hug, ok, complètement valable, ça, si jouable, nickel, pas de problème. En dehors, aïe. C'est compliqué. Voilà. On va dire que c'est vraiment une carte faite pour Xiris, hein, c'est tout. Oui, très faite pour Xiris. Et groupe Hug. Mais pour moi Xiris c'est un deck groupe Hug. Donc voilà, groupe Hug agressif, mais groupe Hug quand même. Bah oui. Voilà, ça existe. La suivante. En parlant de donner des trucs. Ah voilà. Le Batifoleur des Éons, c'est un élémental loutre qui coûte 4, dont 2 bleus, c'est une 5-5 avec le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, l'adversaire ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci. Jusqu'à votre prochain tour, vous et les Planeswalkers que vous contrôlez acquérez la protection contre ce joueur. Donc du coup, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par une source contrôlée par ce joueur. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que bon, alors quand on regarde déjà les stats de base, c'est pour ça que vous pouvez avoir cru que d'un seul coup ils avaient craqué leur slip chez Wizards. Attends, on a une 5-5 vol pour 4. Ok, la violence. C'est vrai que c'est une créature qui a de très bonnes stats, on va pas se mentir. En plus c'est une loutre, donc achetez-la. Mais sérieusement, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant en fait. Il y a un côté politique énorme. Parce que faire jouer un tour supplémentaire à un joueur après celui-ci, donc du coup après le vôtre logiquement, bon, après si vous avez pu mettre le flash en plus au Batifoleur des Éons, ça va être marrant, mais imaginons que ça soit le joueur qui est joué juste avant vous, et qu'il y a par exemple une menace sur le champ de bataille, tout ça, ou que c'est une personne qui est dans le besoin, parce que imaginons il est en retard au niveau mana ramp, tout ça, il a pas beaucoup de mana, qu'il a besoin de piocher plus de cartes. C'est vrai que lui filer un tour supplémentaire, déjà il sera un petit peu content cette personne-là. Ou alors du coup ça peut aussi disrupt en fait le tour d'un adversaire, de l'adversaire suivant qui pourrait très bien être quelqu'un qui domine en fait. Je pense que c'est une carte qui peut amener à des retournements de situation politiques en fait. C'est assez intéressant. Par contre, juste pour de la compréhension, on est d'accord que par exemple si je suis le joueur B à la table, le joueur A vient de jouer et après c'est C, et si je joue le Batifoleur et que je dis le joueur A aura un tour, il a un tour après le mien. Donc A aura un tour. Après le entre B et C. Voilà, à jouer entre B et C. Voilà, c'est tout l'intérêt en fait de ce truc là. C'est que tu peux dire hop, je te mets un tour supplémentaire à un moment où t'es pas censé jouer en fait. Du coup ça parce que bon, on n'en parle pas beaucoup en commandeur. Enfin bon, il y a quelques podcasts qui s'y sont intéressés, mais c'est vrai que l'ordre des tours est extrêmement important dans une partie en fait. L'ordre dans lequel les joueurs jouent peut avoir une importance vraiment... Enfin, je veux dire, ça peut déterminer tout le déroulement d'une partie. Complètement. Et... Parce que bon, voilà, joueur A fait ça, donc du coup, joueur B peut répondre, mais du coup, joueur D, étant donné que c'est lui le dernier qui peut répondre, du coup, il a moins à s'occuper de joueur A. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans cette logique-là où, oui, le passage de priorité, tout ça, j'en parlerai probablement un jour, parce que bon, c'est quand même très intéressant. Mais du coup, ça fait que Batifoleur des Éons change aussi cette dynamique-là en disant, voilà, maintenant on va dire tu joues un tour maintenant, alors que c'est pas censé être dans le timing du tout. Voilà, c'est aussi pour ça que finalement Nexus du Destin est assez fort en commandeur, parce que ça permet de prendre des tours en éphémère, ce qui peut aussi complètement casser en fait le rythme de la table. Voilà. Et j'aime bien le fait qu'il se protège aussi derrière, voilà, qui dit attends, les Planeswalkers et toi, vous avez la protection contre le joueur ciblé, enfin contre le joueur en question. C'est juste, voilà, je te donne un tour, mais je m'assure que tu puisses pas me faire de mal pendant ce tour-là. Ouais. Et le tour suivant aussi. C'est vrai que c'est pas rare quand il y a un joueur qui est en position dominante et qu'il y en a qui sont là, ils sont ouais, mais il me manquerait un tour. Tiens, voilà. Tu l'as en ce tour. Surtout que derrière, vous protégez, c'est pas mal. Enfin, vous protégez de lui en plus pendant 2 tours. Le contre-coup est quand même assez énorme parce que c'est vous contrôlez, enfin vous protégez pendant le tour supplémentaire que vous donnez et en plus pendant son tour normal qui va avoir lieu après. C'est puissant. J'aime beaucoup. Non, c'est jusqu'à notre prochain tour. On est protégé jusqu'au tour de table. Oui, mais le truc c'est que là, imaginons j'ai donné un tour supplémentaire à joueur C, je suis joueur A. Du coup, joueur C va jouer son tour supplémentaire après le mien. Il va aussi jouer son tour normal.
Et Ouais. ensuite, on revient à mon tour. Donc du coup, techniquement, il y a 2 tours de joueur C durant lequel je suis protégé. Ah oui, 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 oui. Ouais. C'est pas mal du tout. Je veux dire, la contrepartie est assez énorme. Hein. Et tout En ça vrai, pour à part 4 le mana. fait que quelqu'un puisse faire à part le fait que quelqu'un puisse faire une vrasse, Ouais, on se rapproche d'un effet de Teferi's Protection, hein, ouais, mine de ouais. rien. Uniquement contre un joueur. Malgré le fait que tu Voilà. malgré le fait que tu donnes Mm, un tour, mais mm. ouais, On grosse est carte politique, hein. une grosse carte politique et franchement, moi j'ai hâte de la jouer. Je pense qu'elle a sa place à avoir dans pas mal de decks juste pour le côté politique. Mm. Mm. Bref, Alors la prochaine, par contre, elle a sa place dans beaucoup trop de decks. La claque déflectrice pour 2 et 1 rouge, c'est un éphémère. Elle a la clause du cycle. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez lancer ce sort sans payer son coût de mana. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour le sort ciblé ou la capacité ciblée. Voilà, la claque. C'était la joke. voilà, c'est ça, c'est une claque déflectrice. What? C'est What? Bah, encore une fois, donc, non seulement ça peut protéger votre commandant, mais ça peut aussi détruire un commandant adverse, ou détruire une pièce embêtante si par exemple quelqu'un cible votre Calamax avec, je sais pas, Assassin's Trophy. Mhm. Calamax est en phase d'attaque, vous contrôlez Calamax, vous faites. Bah, je vais le copier, enfin, Oui, je vais jouer ça pour 0, je vais le sauver, je vais détruire ton truc. c'est fort. Y a rien à dire. En fait, c'est assez étrange parce que j'ai quand même un souvenir que les sorts qui redirigent les éphémères, enfin pas les éphémères, Ouais, les sorts ou les les cibles autres des sorts, sorts ouais. et capacités, généralement, Mhm. c'est pas un truc qu'on joue beaucoup. Non. Mais ouais, c'est assez étrange. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas beaucoup alors qu'on a tellement de gestion disponible en commandeur? Ça repose un peu la question aussi. Après, généralement, ces sorts-là sont quand même assez chers aussi. Parce que je pense Oui. qu'on en a Alors, avoir bah, en pour général, c'est voilà, 3 ou 4. 3 ou 4, voilà. Mais ici, on en a un pour 3 qui peut être gratuit. Donc c'est vrai que là, celui-ci, je jouerais dans beaucoup de decks rouges, hein, je pense. Parce que bon, c'est une protection, il faut se le dire aussi, c'est que bon, à moins que votre créature soit la seule sur le champ de bataille et du coup vous puissiez pas avoir de nouvelles cibles, honnêtement, ça serait quand même un peu pété. Hein. Mais maintenant, comment? Ah oui, mais attends, comment ça marche si par exemple, putréfié, Oui, qui dit détruisez la créature ciblée ou l'artefact ciblé. ouais, On cible Calamax. ouais. Calamax est la seule créature sur le board, mais mon adversaire a un Sol Ring. Je décide de faire claque déflectrice. Est-ce que je peux cibler le Sol Ring ou pas? Oui, c'est une cible légale en fait. Ok. Par contre, si c'est une cible modale, c'est mort. Oui, par exemple, si c'est. Comment dire je vais prendre un exemple tout con avec Mystique Confluence, Confluence Mystique. S'il a Hmm. choisi de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, mais qu'il n'y a que ta créature qui est là, en fait, tu fais juste que changer Ouais. la cible, tu copies pas le sort. Et puis, enfin, en fait, bah, là, je vais faire un petit point de règle aussi. Même si vous copiez un sort, techniquement, les modes, vous les copiez aussi. Donc, du coup, il n'y a pas réellement moyen de changer le fonctionnement le fonctionnement d'un sort modal. Le truc, c'est que les sorts qui disent quelles sont les cibles légales dessus, voilà, comme tu disais, un putréfié, mortify, Mhm. euh, typiquement, en fait, c'est juste une condition pour que la cible soit légale. C'est pas tu choisis en fait l'un ou l'autre et ensuite tu cibles quelque chose qui correspond à ce type-là. Voilà. C'est du coup ce qui fait que c'est quand même voilà, c'est quand même gérable, heureusement. Ok. Non bon, mais non bah non, mais c'est très bien. Hein. Je pense que la claque des Ouais. flétrices, ça va être joué dans beaucoup de decks. Hein. C'est un bon sort de protection rouge, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Hmm. Non, bon, ouais. Protection ou juste de gestion, hein. Ouais, aussi, voilà. La protection gestion, parce que généralement, à moins que tu... Je sais pas, par exemple, le joueur qui domine la partie dit ouais, bah je vais gérer la bête de joueur B, qui n'est pas toi, évidemment. Bah tu dis bah non, moi je vais faire claque déflectrice, et puis je vais choisir une nouvelle cible, et je vais dire que c'est plutôt ta créature qui va mourir à la place, quoi. Ah Voilà. bah c'est ça. Il y a un côté politique aussi qui peut fonctionner comme ça, donc... Bah après, moi, Hmm. je la considère comme une Hmm. carte de protection parce que je préférais la garder pour mes créatures à moi, pour mes permanents à moi, mes sorts à moi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Très intéressant. Ouais. Tout comme la suivante, le pari l'horreur, un éphémère qui coûte 3 dont un bleu. Pour chaque adversaire, vous choisissez jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle,
puis renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire, à moins que son contrôleur ne vous fasse piocher une carte. Ouais, la violence, surtout si Kalamax est engagé. En fait, Paris l'horreur, je vois ça comme un unsummon des invocations Ristic. Parce que Ristic, c'était oui, alors, à moins que vous ne payiez un, mais voilà, c'est un peu Ristic Study sur une des invocations. J'aime beaucoup cette carte. Parce que, un peu à la manière de celle dont on avait parlé hier, celle qui, mince, le truc qui détruit pour chaque adversaire un artefact ou un enchantement. On est un peu dans le même système en fait, dans le truc ultra symétrique, enfin symétrique adversaire. C'est assez intéressant, je trouve. C'est vraiment intéressant parce que bon, il y a. Enfin, je veux dire, pour 3 au minimum, t'auras pioché 3 cartes. Ce qui est fort. En éphémère. Et en plus, si Kalamax est engagé, tu peux le copier, donc du coup, tu le fais 2 fois. Ça peut être violent. Ouais, c'est sympa. C'est une bonne carte. Je la jouerai dans pas mal de decks, je pense, elle aussi. Mon dieu. Tellement de proxy à faire pour jouer partout. Enfin, c'est pas non plus une auto include dans beaucoup de decks. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de decks dans lesquels je vais jouer pour le plaisir, quoi. Ouais, Ça reste quand même un potentiel sort de gestion en éphémère aussi, quoi. Voilà. Ouais. Le troupeau curieux. Pour 4 et 1 vert, c'est un éphémère. Choisissez un adversaire ciblé. Vous créez X jetons de créatures 3-3 vertes bêtes, X étant le nombre d'artefacts que ce joueur contrôle. Ouch. Ça, c'est sympa, ça. C'est plutôt sympa, ouais. J'aime bien. Je pense ça, c'est typiquement le deck jeton, hein. Honnêtement. Et si vous avez une méta qui est un peu artefact lourde au niveau des artefacts, quoi. Ouais, et un petit côté extorqueur des quais. Ouais. En moins fort, hein, bien sûr, mais un petit côté quand même. Ah, ouais, dis pas ce nom-là, sinon tout le monde va l'acheter en masse, le prix va décoller. De quoi, l'extorqueur? Non, non, ah non, le curieux. Oui, bah... si tu parles de l'extorqueur en comparant les deux, là, tout le monde va dire « Oh mon dieu, cette carte est trop forte !» Non, je les compare pas, je dis juste que dans l'esprit. Parce qu'en fait, ça nous récompense, nous, du fait que les autres aient beaucoup d'artefacts. Ouais. D'ailleurs, ça se curve très bien après que quelqu'un ait fait un extorqueur des quais. Oui aussi. Alors attendez, vous avez plein d'artefacts et tout, bah moi je vais faire plein de jetons au trésor. Ok, je fais un troupeau curieux, du coup t'as plein de trésors, donc du coup je fais 14 bêtes. Oh. Il est là. Ah bah je vais peut-être les utiliser en réponse pour rien alors. Hein. Ouais. C'est... Non ouais, elle est cool la carte. Ouais. Et puis c'est un éphémère. Alors c'est un éphémère par contre. Hein. C'est violent. Vous pouvez mettre du coup des bêtes pour bloquer. Kalamax. Ça se copie sur Kalamax. Et vous pouvez mettre des jetons en éphémère 3-3 bêtes pour bloquer. C'est vraiment sympa. Ouais. Déjà, mettre des jetons en éphémère, honnêtement, ça se fait pas souvent. Beast Within techniquement, mais... Ouais, c'est pas top. Mais on en met rarement des jetons en éphémère. Les capacités activées à la limite. Voilà, sonner l'alarme. Ouais. Voilà, mais c'est... C'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose qui se fait très souvent en éphémère, et là on est sur quelque chose qui peut en plus faire beaucoup. Parce que bon, honnêtement dans une partie je vois souvent des gens qui ont 3-4 artefacts en étant en milieu de game, hein, je veux dire, donc du coup pour 4 je fais 4-3-3, ça m'a l'air pas mal quand même, 12 de patates pour 4 mana. Donc oui. Ouais. C'est violent. Sympa. Et très synergique avec Kalamax comme on a. Oui. Le bâton dédoublant, alors là, oui. Un artefact aussi qui coûte 3. Si vous deviez copier un sort au moins une fois, à la place, copiez-le autant de fois plus une fois supplémentaire. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie supplémentaire. Et pour 7, en l'engageant, vous copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Violence. Comment ça se passe avec Melek? Melek plus Kalamax, tu fais 4 fois du coup? Alors attends, wow. Alors du coup, imaginons la situation. Là, je vais vous mettre Melek et Kalamax à côté pour qu'on puisse du coup revoir tout ça. Et met une bolt. Et on met une bolt comme sort. On met une bolt comme sort. Ok. Imaginons, Lightning Bolt est sur dessus de la bibliothèque. Du coup, elle est censée faire 3 blessures. Melek du coup nous permet de la jouer, donc les adversaires la voient également. Kalamax est engagé. On dit qu'il a déjà attaqué. Bon, du coup. On lance notre Lightning Bolt depuis le dessus de la bibliothèque. On désigne les cibles et tout ça.
Alors du coup, on a Calamax qui va dire c'est le premier sort d'éphémère lancé à chaque tour. Donc du coup, imaginons, hein, voilà, on se dit que c'est le premier sort d'éphémère qui a été lancé ce tour-ci. Du coup, vous êtes censé copier ce sort. Parce qu'il est engagé. Et du coup, choisir de nouvelles cibles pour la copie, patati patata. Melek dit, alors, chaque fois que vous lancez un éphémère depuis le dessus de la bibliothèque, vous le copiez. Et vous choisissez une nouvelle cible. Donc du coup, techniquement, chacun d'entre eux va vouloir faire une copie. Ce sont deux capacités distinctes qui veulent copier le sort. Et derrière, le bâton qui est là, il nous dit, attendez, alors là, lui, il veut copier, et lui aussi. Donc du coup, chacune des copies en fait qui est censée se faire par les différentes capacités va du coup rajouter une copie supplémentaire grâce au bâton. Donc du coup au total on a le sort d'origine, la Lightning Bolt, plus la copie faite par Calamax et la copie supplémentaire accordée par le bâton dédoublant pour Calamax. Et ensuite on a la copie faite par Melek, parce que le sort a été lancé depuis le dessus de la bibliothèque, et la copie supplémentaire du bâton dédoublant accordée pour la capacité de Melek. Donc du coup au total on aura 5 Lightning Bolt sur la pile, l'original plus les 4 copies. Ouais, donc ouais. Après, même sans... Et encore, on a pris que Lightning Bolt en exemple. Voilà, je veux dire, imaginez si on avait fait, je sais pas, Paris l'horreur. Troupeau curieux. Paris l'horreur, ou Troupeau curieux. Troupeau curieux. Troupeau curieux. Troupeau curieux copié 5 fois. Enfin, du coup, avec 5 copies sur la pile. Tu fais 5 X jetons 3-3, quoi. LOL. Donc ouais, Très intéressant. très intéressant. Le bâton, ouais, il est pas mal. Après, je ne sais plus s'il y a beaucoup de cartes dans Magic. Il doit en avoir très peu qui copient 2 fois un sort ciblé. Du coup, c'est plutôt pour ce genre de truc que le bâton dit pas vous doublez le nombre de copies que vous êtes censé faire du sort. Enfin, le nombre de copies qui est faite par... voilà, qui est censé être faite. C'est juste au cas où il y a des cartes qui disent bah vous êtes censé faire 2 copies. Parce que sinon, ça aurait été stupide d'avoir 4 copies, voilà. Donc, Et de doubler s'ils faisaient un truc de style ouais. saison de dédoublement de On copies de évite... sort. Du coup, d'ailleurs, je tiens à le préciser, ça veut dire que le bâton ne mérite pas son adjectif de dédoublant. Pour moi, il le mérite pas du tout, parce qu'il dédouble pas, il donne juste 1 en plus. Bah quoi, c'est un peu vrai, Ouais, quand même. allez, on va l'appeler le bâton additionneur de 1. Ouais, Non. ou le bâton copitant, Oui, bien le sûr. bâton copieur. Des cartes qui peuvent copier 2 fois, il y en a 4. Ouais, bah du coup, c'est vrai que voilà, c'est assez limité, quoi. Mais bon, c'est intéressant, très intéressant pour tous les decks qui veulent faire des copies un peu dans tous les sens. Donc ouais. Oui, écoute. Bah, par exemple, si vous voulez build un vrai deck Calamax, vous pouvez mettre le bâton dedans, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui. Plus tous les decks qui, les commandants qui incluent des copies de patati ou patata, enfin bon, de faire des copies à droite à gauche, c'est bon, quoi. Donc ouais, très bien, très bien. La suivante est pas mal non plus, il paraît. Oui, les vannes de Bourg-sur-Lave. J'adore ce prénom. Bourg-sur-Lave. Donc pour Bourg-sur-Lave. Bienvenue à Bourg-sur-Lave. Oh mon dieu. Pour 3 et 1 rouge, c'est un artefact que vous pouvez engager pour ajouter 2 mana rouges. Donc c'est très sympa. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur peut mettre un marqueur fatalité sur les vannes de Bourg-sur-Lave ou leur retirer un marqueur fatalité. Ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs fatalité, vous sacrifiez les vannes de Bourg-sur-Lave. Et quand vous faites ainsi, elles infligent 6 blessures à chaque créature. C'est rigolo. C'est violence. C'est le fait de faire une partie en sachant qu'il y a un caillou qui pourra potentiellement être Vras, faire une Vras, parce que généralement, 6 blessures à chaque créature, on détruit toutes les créatures, quoi. Ouais, c'est très souvent le cas, ouais. C'est rigolo de voir ça en tant que... C'est un peu la bombe à retardement. Il y en a un moment, il va faire une connerie, ça va mal se passer entre 2 joueurs, il dit bah tu sais quoi, moi je m'en fiche, je remets un marqueur dessus, c'est le 3e, quoi. Ouais. C'est un instrument politique assez fort. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que quand même, ça reste un caillou. C'est pas juste un artefact qui reste planté là, et tu le laisses tranquille dans son coin, quoi. C'est qu'au moins, il y a quand même une certaine utilité pour toi. Alors après, il vaut mieux le jouer quand le board, il y a déjà quelques créatures qui traînent un peu à droite à gauche. Ça demande quand même un petit setup, je pense. Parce que c'est vrai que si tu le joues quand le board est vide, bah c'est simple, les 3 adversaires ils vont dire quoi, bah tiens, on met les marqueurs dessus et puis paf, voilà, c'est réglé. Hein. Parce que bon, non mais oui, clairement il y a un timing à avoir avec cette carte. Après c'est un timing qui est pas difficile à avoir en soi. Non. Mais j'aime beaucoup, c'est un instrument politique assez énorme. C'est plutôt violent. Ouais, plutôt violent.
Puis bon, ça coûte pas si cher que ça, quoi. 4 mana, c'est... Non. Par contre, juste... Voilà, parce que la carte en elle-même est bien, mais dans le deck, mais que fait-elle là, quoi? Parce que... Aucune idée. Parce que vous êtes trop... vous allez être trop... comment prompt à mettre énormément de tokens. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que les 3 marqueurs, c'est pas pour rien qu'ils sont là, parce que 3 marqueurs, c'est un tour de table. Ouais. Ouais. Donc, à partir du moment où vous le jouez, donc... C'est... La carte est sympa, mais pas ici, quoi. Ouais. Après, quand on regarde les autres decks rouges de l'édition, c'est peut-être celle dans lequel ils pouvaient le plus l'éditer sans que ça soit trop tâche. Oui. Parce qu'on avait quand Ouais, même ouais. un deck énormément basé sur les petits jetons hier, avec le deck recyclage. Et le dernier deck qui nous reste à voir, le Mardu, c'est un deck humain, donc du coup avec des créatures assez faiblardes. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est peut-être le deck dans lequel ils pouvaient le plus l'éditer sans que ça, enfin dans lequel ça ferait le moins tâche en soi. C'est vrai. Voilà, mais bon, voilà. Après, ça reste c'est une très bonne carte, hein, je trouve. Très intéressante. On va passer aux cartes éditées dans Ikoria, du coup, qui nous sont également proposées ici. On a le Choc des Titans, un éphémère pour 5, dont 2 rouges, qui dit que la créature ciblée se bat contre une autre créature ciblée. Alors, et là, les gens, ils disent, bah attends, mais c'est pas top comme carte. Pardon, messieurs, dames, vous avez fait attention à ce que j'ai dit. La créature ciblée se bat contre une autre créature ciblée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de contrôler la créature en question qui va se battre. Et c'est violence, parce que c'est un éphémère. La seule autre carte que je vois qui faisait ça, c'était Bloodfud, je sais plus comment il s'appelle en français, qui coûtait 6, et qui le faisait en rituel. Alors, du coup, ouais, enfin, pour moi, c'est fort. Là, on est en éphémère. Vous pouvez faire se battre les créatures adverses. Je pense que ça va être très joué en limité. Ça va être peut-être joué en standard, je sais pas. C'est peut-être un peu cher, je suis pas trop... Je sais pas, un peu cher, ouais. C'est peut-être un peu cher, voilà. Mais honnêtement, waouh. Et en plus, c'est un éphémère, donc du coup, Kalamax est content. Donc ouais, non, c'est complètement justifié dans ce deck. Hein. Ouais, en réponse à une phase d'attaque avec Kalamax, vous pouvez enlever 4 créatures. Si vous jouez bien. Ouais, parce que du coup, Donc avec la c'est pour copie... 5 mana, virer 4 créatures, c'est assez intéressant. Ouais. Ou alors juste en tuer 2 et puis en avoir endommagé suffisamment les 2 autres pour que le joueur n'ait pas envie de bloquer avec, quoi. Ça peut être pas mal du tout. Et bon, c'est une très bonne carte, très intéressant. La prochaine aussi, je trouve. Force canalisée pour 2, un bleu et un rouge, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, faut se défausser de X cartes. Le joueur ciblé pioche X cartes. La force canalisée inflige X blessures à jusqu'à une créature. Une cible, pardon, créature ou planeswalker. On peut refiler notre main, si jamais elle nous plaît pas. Ouais. Et en même temps, on met des blessures. Ou on peut faire piocher des cartes à un adversaire parce qu'on a Xiris, on fait plein de serpents. Ou, mieux, si on a Kalamax engagé, on pioche 2 fois X. Parce que le coût supplémentaire, c'était défaussé de X cartes. Ouais, donc du coup le coût supplémentaire n'est pas à payer quand on fait une copie. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Voilà. La carte est pas... Elle n'est pas obscène en termes de puissance, mais par contre, elle est très bien dans le deck. Que ce soit pour Kalamax ou que ce soit pour Xiris. Ouais. Après... On met de côté les partenaires, hein, parce qu'on part du principe que vous jouerez pas les partenaires sortis de la boîte. Mais, Ouais. C'est assez violent. Hein. Honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant dans l'optique, parce que c'est vrai qu'avoir un effet de cycling de la main, donc pouvoir défausser ces cartes-là dont on n'a pas forcément besoin en éphémère en plus, parce que du coup ça veut dire que au minimum vous pouvez le faire quand même, enfin, je veux dire, de manière un petit peu enfin pas optimale, parce que ça dépend ce que vous voulez optimiser pour moi. C'est soit vous optimisez les blessures, soit vous optimisez simplement la pioche. C'est-à-dire alors qu'est-ce que je veux dire par optimiser les blessures? C'est-à-dire le faire à un moment stratégique pour que les blessures soient infligées à un moment justement où on a réellement besoin que la créature elle soit gérée, par exemple. Et quand je parle d'optimiser la pioche, je parlerai plutôt de le jouer, c'est simple, à l'étape de fin du joueur juste avant nous. Du coup voilà,
C'est ce que je veux dire. Parce que du coup, c'est bah tiens, toutes ces cartes-là, j'en ai pas besoin. Du coup, je vais m'en défausser pour pouvoir reprendre la main. Éventuellement, si Kalamax est engagé, du coup, avoir une copie. En fait, c'est très fort avec Kalamax. Hein. C'est vraiment très intéressant. Très très intéressant. Ouais. Après, ça cible pas les joueurs, mais c'est normal. Ça aurait été un petit peu stupide. Ouais, Oui, j'ai 25 cartes en main. Je me défausse de 25 cartes. Boum. Tiens, je te mets 25. Kalamax est engagé. Je te remets 25. T'es mort. Ok. Ouais. Ça aurait été un peu idiot. Ouais, ils ont quand même pas été stupides là-dessus. Et ils ont pas été stupides au niveau de la conception, parce que ça aurait très bien pu être un design à la con comme on en a eu. C'était style, tu payes X, un bleu et un rouge, tu dois te défausser de X cartes, et ensuite tu infliges X blessures et pioches X cartes. Voilà. Ça aurait été beaucoup moins bon en fait. Donc voilà. Intéressant, intéressant. J'aime bien. Ouais. L'empathie primordiale, un enchantement qui coûte 3, dont un vert et un bleu. Au début de votre entretien, piochez une carte si vous contrôlez une créature qui a la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Alors du coup, c'est si vous contrôlez une créature qui a la force la plus élevée. Donc voilà, c'est pas... Elle est obligée d'avoir la force la plus élevée. Elle doit avoir la force la plus élevée. Même ex aequo, en fait, ça fonctionne, il me semble. Si je... Alors attendez, oui, je remets mon français en place. En tout cas, avec les autres, les anciennes versions, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'effet. Avec les autres versions, en tout cas, il me semble que si c'était ex aequo, ça fonctionnait aussi. Oui. Là, par contre, enfin, ouais. En partie sortie de la boîte, je vois pas pourquoi cette carte est dans ce deck-là. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de grosses bêtes. Je l'aurais mis dans le... le Sultai était peut-être un peu mieux pour recevoir cette carte. Dans le Sultai, ouais. Après, le Sultai, au niveau des cartes d'Ikoria, ils étaient plus partis sur « Ah oui, il faut qu'on mette les cartes avec la mutation ». Non, bon, ça se comprend. Oui. Après, Kalamax, c'est des marqueurs. Hein. Oui, aussi. Voilà, on a quand même cette logique-là de marqueurs possibles. Ouais. Mais c'est une très bonne carte, je trouve. Parce que soit de la pioche, soit des marqueurs. C'est vraiment intéressant. Puis le coup de mana est pas prohibitif pour l'effet que ça donne. Donc, parce que tous les autres sorts qui faisaient, enfin tous les enchantements qui faisaient pareil, coûtaient le même coup de mana. Donc en fait c'est juste devenu strictement meilleur, mais par contre il y a une couleur en plus quoi. Non, c'est cool. J'aime bien cette carte. Elle est sympa. Fort sympathique. Ouais. Ça promet pour... Enfin, là je fais une petite aparté sur l'extension Ikoria, mais... Parce que bon, on va pas parler toutes les cartes de l'extension tout de suite, puisqu'il faut attendre la fin des reveals. Mais c'est vrai que, pour le moment, les cartes qu'on a vues éditées dans les decks Commander qui viennent d'Ikoria, elles sont vraiment sympathiques, quoi. Et c'est jamais des grosses rares ou des mythiques, hein. On est la plupart du temps sur des communes et des Unco. Mais rien que les communes et les Unco, elles sont déjà attirantes, en fait, je trouve, pour le Commander. Il y a un certain attrait qui, même si c'est pas des cartes complètement stupides, bon, à part peut-être le choc des titans, du coup, mais je trouve que c'est des cartes qui sont réellement intéressantes et bonnes, en fait. Donc voilà, encore une fois, 3 bons exemples ici avec ces cartes-là. Non mais c'est comme... Là je sais pas si tu as eu le temps de voir ce matin, mais hier soir, ils ont révélé un éphémère qui a le piétinement. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Oui. Bon, on en parlera dans l'analyse de l'extension, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Du coup, on va parler maintenant des rééditions. Bizarrement, alors je revérifie quand même mon petit script. Il y en a quand même pas mal, mais il y a un peu de tout. Voilà, on va devoir repasser sur pas mal de choses. Voilà. On va commencer avec les 3 premières, qui seront 3 cartes bleues fort sympathiques. Le Niblis de gel, le Mystique bruissant et le Mystique lunaire. Oui, il y a 2 mystiques dedans. Alors bon, Niblis de gel et Mystique bruissant sont là en fait pour avoir des effets quand on lance des éphémères ou rituels. Bon, on a d'un côté le Niblis de gel qui lui, bon, il a la prouesse. C'est cool de mettre de la prouesse dans un deck un peu spellslinger. Ici, surtout, ce que j'aime bien, c'est quand même sa capacité à engager une créature qui ne se dégage pas à la prochaine étape de dégagement, chaque fois qu'on joue un éphémère ou un rituel. C'est quand même très puissant. Avec Kalamax à côté en plus, c'est assez intéressant. Hein, parce que bon, enlever des bloqueurs, ça semble plutôt pas mal. Ouais. Le mystique bruissant, lui, il est plus là pour le côté jeton. C'est bien quand même de pouvoir créer des jetons et des bloqueurs, du coup, parce que c'est vrai qu'on a très peu de créatures. Donc bon, sachant que lui-même, c'est plutôt un bon bloqueur, un 5, ça a toujours été très correct. Donc bon. Et le mystique lunaire, alors lui, il est plus basé sur la pioche, en fait. Hein. Vraiment, voilà, vous lancez un sort d'éphémère, vous pouvez payer 1 pour piocher. C'est pas mal, c'est pas mal. Je
Je préfère peut-être Ouais, d'autres ouais. sorts, c'est pas mal. Mais pourquoi ils nous ont pas mis un réducteur de mana dans le deck? C'est la grande question. Voilà. On... Il y en a pas un seul. Je sais pas, ça coûtait Ouais. rien de mettre un électromancien gobelin, quoi, plutôt que le mystique. Ouais, ou un sanctuaire de Jace, comme Je je comprends disais. pas. Voilà. Sanctuaire de Jace Ouais. avec en plus le regard 1 quand tu lances un éphémère ou un rituel. Ce qui fait que du coup, t'as un minimum de contrôle dessus la bibliothèque, c'est sympa. Bah ouais. Le mystique, bah il est cool, Je... mais c'est pas fou quoi. Enfin, le mystique lunaire, Sauf hein, si le on a un mystique bruissant il est réducteur. bien. Parce que... Ouais, avec un réducteur, du Non, coup, le mystique lunaire, il est ok. Le mystique lunaire, il est ok, c'est pas le problème, hein. ouais, il est ok, mais il est pas fou, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est... Ouais. Mais c'est vrai que sans le réducteur à côté, c'est pas intéressant, quoi. C'est moins intéressant. Hmm. Ouais. Bref. Bref. Ensuite, on a 3 nouvelles réimpressions. Le simulacre solennel, bon, on n'a plus vraiment besoin de présenter. Les diables brise-charme et le mage ambissor. Bon, les 3 ont déjà été réimprimés plus d'une fois. Oh là là. Oh là 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 là. Euh, Beaucoup de trop, quoi? oui. Bah, Ouais. je veux dire, Le diable brise-charme, Pouf. ouais, ça fait une paire de fois aussi, hein. Pour une carte qui Oui. date d'Innistrad 1, on l'a vu une paire de fois. Ouais, Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut renvoyer, c'est qu'on peut se renvoyer une carte d'éphémère de rituel avec, mais le problème, c'est que c'est au hasard. Mhm. Par contre, ils grossissent énormément quand on en joue un. Mais Ouais. ils ont pas d'évasion. C'est un peu le problème, en effet. Voilà. Ouais. Et le mage ambissor, bon bah ça permet. Il est cool. Il est un petit peu sous-joué pour moi, à Mhm. mon avis. Parce que c'est une carte que j'aime bien. Mais non, c'est toujours sympa de pouvoir copier un sort en flash. Ouais, après, c'est le mage ambissor, je pense surtout que la raison pour laquelle il est un peu sous-joué, c'est surtout le fait que ben il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui jouent sur la copie. Au niveau de leur deck commander, tout ça, il n'y a pas beaucoup Oui. de plans de jeu qui s'axent beaucoup sur la copie. Et en dehors des quelques commandants qui fonctionnent comme ça, ben il est pas joué quoi. Je veux dire, c'est pas courant de jouer comme ça pour le plaisir, hein. Donc bon, Mm. c'est ça se justifie. Après bon, c'est très bien dans ce deck-ci, hein, donc, Ouais. les cartes suivantes sont pas mal non plus. On a les Gobelins Siaphil, l'Illuminatos Djinn et la Connexion Naturelle. Alors le Gobelin Siaphil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature gobelin qui coûte 5, c'est une 4/4 menace. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer une carte d'éphémère de rituel ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Et si elle devait être mise au cimetière ce tour-ci, bah, vous l'exilez à la place. Bah oui, c'est tout simplement un petit peu de flashback à 3 ou moins. Je l'aime bien ce Gobelin Siaphil, c'est vrai que ça a toujours été une carte vraiment intéressante dans sa conception, son fonctionnement. C'est un bon body, c'est Mm. un bon effet d'arrivée en jeu. Euh, Ça justifie complètement, je veux dire. Dans ce deck-ci, pour lancer les différents éphémères tranquilles. Donc bon voilà, pas grand chose d'autre à dire. Non, 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 peut-être un petit peu cher, mais après bon, il y a quand même un gros body derrière, donc Ouais, c'est ça. s'il l'avait mis sur une 2-2 pour 1, non, une 1-1 pour 2, pardon, Ouais, ça aurait été vraiment cassé. ouais. Là, ça va. Oui, ça va, c'est intéressant quoi. Il y a le body derrière, c'est ça qui est intéressant. Mm. L'Illuminatus Djinn, lui donc il coûte 7, donc, dont 2 hybrides bleu-rouge, une 3-5 vol qui fait que chaque sort d'éphémère et de rituel que vous lancez a la duplication égale à son coût de mana. Alors du coup, la duplication, c'est ce qu'on avait eu sur Fête Fracassante, par exemple, pour l'exemple le plus connu généralement du commandeur. C'est tout simplement que vous allez pouvoir payer le coût de duplication au moment où vous le lancez autant de fois que vous le souhaitez pour copier en fait le sort en question. Voilà. Et choisir une nouvelle cible pour la copie. Donc c'est pour les copies. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que ben voilà, la duplication c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Faut le dire, c'est pour ça que c'est pas très joué comme capacité en dehors de Fête Fracassante. Mm. Ouais. Puis le jean en lui-même coûte déjà très cher. Ouais, c'est pas forcément la carte que je garderais pour le Euh, coup, c'est vrai. Si tu veux en tirer parti, il faut qu'il fasse un tour de table quasiment à chaque fois. Ouais. Ça Ouais, parce semble un que peu bon, compromis, quoi. à moins de le jouer au tour 10 en disant ouais, je joue Illuminatus Djinn, j'ai encore 3 mana, je vais copier 3 fois un sort qui coûte 1. Enfin, je vais avoir 3 exemplaires Mais du sort qui coûte 1, ça fait meh. Après, voilà, c'est une tentative de donner au deck un moyen de copier de manière récurrente des éphémères.
Parce que c'est vrai que, à part le fait de copier sur l'instant T un éphémère, on a peu de moyens de le faire sur la longue durée, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Après, pour quasiment autant de mana, même pas parce que ça coûte 1 de moins, à la place, je préfère jouer Tempête de Milan, quoi. Oui, voilà. Ouais. La connexion naturelle, alors bon, c'est vrai que je me souvenais pas du tout de cette carte, j'avais complètement zappé. Non plus. Un éphémère qui coûte 3 dont un vert, ça date de Bataille de Zendikar. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous la mettez sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Bah là on est littéralement sur une croissance luxuriante en éphémère qui coûte 1 de plus, voilà, parce que c'est un éphémère, parce que ça aurait été stupide de le faire au même coup. Et bah en fait avec Kalamax c'est pour 3 je peux aller chercher 2 terrains de base. Donc bon, ouais, ça a l'air intéressant, mais vraiment avec Kalamax en fait. Ah mais imagine un instant, s'ils avaient été moins frileux. Ouais. Et qu'ils avaient mis un électromancien dans le deck. Oui, ça aurait pour été 2, très bien. tu vas chercher ton terrain en éphémère. Ouais. Et avec Kalamax, du coup, pour 2, tu vas chercher 2 terrains de base qui arrivent engagés. T'es là, ok, tout va bien, le ramp est en forme. Ouais, c'est vraiment... Alors là, on commence à donner un petit peu des conseils si jamais vous voulez builder le deck autour de Kalamax, mais la réduction de coûts semble quand même assez importante. Hein. Il faut qu'on ait de la réduction de coûts dans le deck. Voilà, il y a pas mal de cartes qui existent pour le faire, on vous a déjà donné 2 exemples. Bah écoutez, voilà, vous savez quoi faire. Les 3 suivantes sont le piège cingleur, l'hommage à la forêt et le charme de Témur. Donc piège cingleur, pour 3 bleus et bleus, on a un éphémère piège. Si un adversaire a fait arriver sous son contrôle au moins 2 créatures sur le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez payer 1 bleu à la place de lancer, à la place du coup de mana de ce sort, pardon, renvoyer 2 créatures ciblées dans la main de leur propriétaire. Alors, pour info, les pièges, c'était un sous-type d'éphémère qui était en Zendikar, premier du nom. Ouais. Et en fait, il y avait ils avaient un coup de mana, et ils avaient un coup de mana réduit si ça respectait certaines clauses. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est si ça fait arriver au moins 2 créatures, le sort coûte 1 seul bleu. Les clauses étaient toujours en rapport avec ce que les adversaires faisaient aussi. Ça, c'est intéressant de le signaler, parce que bon, c'est pas « Ah ouais, tiens, je vais jouer ça, et puis du coup, derrière, je peux jouer ça. » Non, c'est... Il y a un certain côté réactif, vu que ce sont des éphémères. Et des pièges. Ensuite, on a l'hommage à la forêt pour 1 et 1 vert. Chaque adversaire sacrifie un artefact ou un enchantement. Cool. C'est cool. Moi, je l'aime bien. Alors juste pour revenir sur le piège cingleur, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé du coup. On a expliqué un peu l'origine, mais... Bah en fait je trouve ça sympa si il y a beaucoup trop de conditions en fait de cette façon. Oui. C'est derrière, il faut qu'on ait 2 créatures qui soient arrivées sur le champ de bataille. Bon après s'il y a un mec qui joue jeton, c'est faisable. Hein. Mais après c'est vrai que si vous pouvez le payer juste pour un bleu, en plus derrière que Kalamax a engagé, ça fait 4 créatures que vous pouvez renvoyer. C'est pas mal du tout quoi. Il y a vraiment une... Ouais. Mais le truc c'est que c'est soit c'est très nul, soit c'est très bien. Voilà. Donc, du coup, en fait, la différence que tu as entre le coup de mana et le coup de piège est énorme, ouais. C'est une double désinvocation pour un bleu. Fort. Mais du coup, l'hommage à la forêt, il est aussi assez fort, hein, parce que bon, faire sacrifier artefact ou enchantement juste pour 2 en éphémère, c'est cool. Et Kalamax, voilà. Ouais. Et puis ça, même s'ils ont le choix, en général, le fait de faire sacrifier à quelqu'un, c'est tout le temps assez rigolo de voir les joueurs à la table se triturer la tête pendant quelques secondes en se disant « Ah, mais qu'est-ce que j'enlève ?» Ouais. Parce que... Ou alors des fois ils en ont juste un et puis c'est plus simple. Quoi. Ou au pire, ils enlèveront un caillou, mais un caillou c'est toujours une perte en fait de cette façon. Et vous avez payé juste 2 mana en fait pour retirer 3 artefacts et ou enchantements. C'est plutôt value. Et alors avec Kalamax à côté, ça veut dire 2 chacun. Voilà, ça devient un peu plus casse-tête quoi. Et enfin le charme de Témur, donc c'est pour un vert, un bleu et un rouge, c'est un éphémère et vous choisissez l'un. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, puis elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3, ou les créatures avec une force inférieure ou égale à 3 ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais. Bon, c'est versatile, donc on aime bien. Ouais, après il y a un léger problème avec Kalamax, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure en parlant de point de vue de règles. C'est le problème du sort modal, c'est-à-dire que quand vous copiez un sort qui a un mode, alors, tiens, je l'avertis tout le monde, attention, hein, ne faites pas de boulettes avec votre deck commander, quand vous copiez un sort qui a un mode, vous copiez le choix du mode qui a déjà été fait. C'est-à-dire,
Si vous dites oui, les créatures avec une force inférieure ou égale à 3 ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, et bah malheureusement votre copie elle va faire exactement la même chose. Vous ne pouvez pas choisir un autre mode. Le mode il est choisi au moment où vous allez décider de mettre en pile en fait votre sort. C'est pas en résolution. Du coup voilà, c'est généralement ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on l'annonce. Donc voilà. Mais du coup ça fait que, à part le +1/+1 et à la limite le contre-sort, bah du coup la dernière option est beaucoup moins bonne avec Calamax. Même si elle est intéressante malgré tout quoi. Oui, après, bon, si tu veux être sûr, si t'es sur le plan que t'as eu ton Xiris en début de partie et qu'il a réussi à générer beaucoup de jetons, et qu'en face il n'y a pas beaucoup de grosses créatures et que tu veux être sûr de passer avec tes jetons, bah, ça reste bien aussi, quoi. Ouais, bah... Donc le sort a un intérêt. Le troisième mode, je veux dire, quand même un intérêt dans ce deck, Voilà. Il est moins dans synergique certains cas. avec Ouais. Calamax, mais il a quand même son intérêt. Hum, hum, hum. Alors, les forces des Tajuru, l'ouragan stellaire est coupé en deux. Alors les forces des Tajuru, c'est un éphémère avec le multi-kick. À 1, il coûte à la base X et 2 verts, et vous choisissez une créature ciblée, puis vous choisissez une autre créature ciblée pour chaque fois que ce sort a été kické. Mettez X marqueur +1/+1 sur chacune des créatures. Ok. Le truc c'est que le multi-kick c'est pas de la copie. Voilà, c'est littéralement un effet qui est modifié, donc bon, Ouais. c'est un peu moins intéressant. Après le truc c'est que le copier avec Calamax c'est intéressant aussi. Sachant que le coup Non, de mais quand tu le X sera copies, tu toujours prends. valable. Donc ouais. Quand tu le copies, tu prends en compte tes multi-kicks. Quand tu le copies, tu prends en compte la valeur de X qui a été payée, et Oui. également le nombre de fois où il a été kické. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant. Disons que c'est intéressant parce que voilà, imaginons que vous avez juste deux créatures, vous payez X égale, je sais pas, 3, multi-kick à 1 pour avoir une créature en plus. Du coup, avec Calamax, on va avoir deux fois ce sort-là qui va, euh, qui va trigger, et du coup vous allez pouvoir choisir, pouvoir mettre soit sur deux fois sur les mêmes créatures, soit deux fois sur des créatures différentes. Donc du coup vous aurez 4 créatures qui auront reçu les jetons, enfin les marqueurs, tout ça. C'est intéressant. Après, Hum. je trouve ça. Le problème c'est que c'est le genre de sort en fait qui, entre le coup de X, le coup de multi-kick, je trouve que ça fait beaucoup en fait pour mettre quelques marqueurs. C'est mon Oui, avis, hein. oui. Voilà. Après c'est en éphémère, donc du coup c'est un tricks de combat aussi. Mais je trouve ça un petit peu... C'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd, je trouve. Ouais. Après, c'est bien que ce soit des marqueurs. Ça, c'est l'avantage. Plutôt que juste un simple boost. Bon. Hum. L'ouragan stellaire, alors lui, ouais. Pour X et de rouge, vous allez en éphémère, du coup, infliger X blessures à chaque créature. Il y a un coup de recyclage. Ok, pour 3. Ça peut être pas mal, du coup, de le recycler si jamais vous en avez pas besoin. Mais l'avantage, du coup, encore une fois, avec Calamax, c'est que ben, vous avez... Alors là, pour le coup, c'est un vrai avantage, je trouve, en comparaison avec les forces des Tajuru. C'est que du coup, vous pouvez payer moins cher, finalement, l'ouragan stellaire pour pouvoir le copier derrière. Et du coup, faire quand même autant de blessures que vous le souhaitiez, mais pour un moindre coup de mana. C'est pas mal. C'est pas mal. Hum. Donc voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il s'est pas trompé de deck? Oh, je pense qu'il aurait pu être Est-ce dans qu'il les devait deux. pas être dans le deck d'hier? Je pense qu'il aurait Ouais, pu tu être dans les penses? deux. Voilà. Mais bon, on va pas rééditer non plus ces cartes-là en masse, donc pourquoi pas. Coupé en deux, moi je le trouve pas mal Ouais. du tout. Pour 4, un éphémère dont de verre, un éphémère qui dit détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé qui vous fait piocher une carte. Là vraiment, je le jouerais vraiment avec Calamax qui est engagé, pour le coup. Vraiment à fond. Mhm. Parce que bon, c'est vrai que pour 4, juste détruire un artefact ou un enchantement et piocher une carte, c'est sympa, mais il y a beaucoup d'autres cartes qui le font de bien meilleure façon, même s'il n'y a pas la Ouais. pioche dessus. Donc bon, à la limite, le faire deux fois et piocher deux cartes, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Hum. Moi, je l'enlèverai du deck. Ouais, à voir. Tu mets retour à la nature, tu mets retour à la nature qui a été réédité dans les deux dernières éditions, qui fait bien mieux le boulot. Hmm. Euh, Ensuite, on a l'orage de comète, l'assolement et la communion avec la lave. Donc encore plein de sorts à X. Orage de comète pour X rouge, c'est un éphémère avec le multi-kick 1. Choisissez n'importe quelle cible, puis choisissez une autre cible pour chaque fois que ce sort a été kické. L'orage de comète inflige X blessures à chacune d'entre elles. Enfin, chacune d'elles. C'est Bon, c'est un bizarre. moyen. Ça me rappelle Ça un te rappelle sort dont quelque on vient de chose? parler. C'est étrange. Oui, voilà. Bah, c'est ça. Voilà, C'est ça. Donc voilà, c'est le mix entre Force d'État Juru
et Ouragan Stellaire, sauf que là on peut cibler les joueurs. Mhm. Euh, Bon, ouais, avec. Je pense que si on se débrouille bien en la jouant correctement, on peut facilement mettre 8 dégâts à 2 joueurs, Mm. à peu près, Ouais, ouais, quelque chose comme ça. ouais, ouais. Donc ouais, c'est fort, hein. Ou alors vous pouvez aussi mettre 2 blessures à plein de petites bêtes pour C'est... dégager un peu le passage, pour pouvoir. Ouais, après j'aime pas trop l'orage de comètes, c'est de la gestion... Enfin, le problème c'est que pour moi c'est surtout de la gestion de créatures, on va rarement tuer un joueur avec. Bon, c'est... Enfin, quoi que si, mais... C'est très Bah, conditionnel en fait comme utilisation je trouve. C'est... ouais. Le seul endroit où je joue ce truc, c'est dans mon deck Néable éternel et je tue. C'est mon moyen de tuer les joueurs en fait, au rage de comète, donc. Ouais, quand tu génères beaucoup de mana, etc. Oui. Oui, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que sinon, à moins que tu aies accès à beaucoup beaucoup de mana, la carte je la trouve pas si impressionnante que ça en fait. Non, 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 non. Donc bon. Assolement, donc pour un vert, vous avez un éphémère en tant que coût supplémentaire, vous devez sacrifier un terrain, et vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, la mettre sur le champ de bataille, et mélanger ensuite votre bibliothèque. Donc pourquoi on aime bien ce sort? Ça Parce que coûte un vert, c'est c'est très fort. éphémère, Mhm. ça va chercher n'importe quelle carte de terrain, et ça la met dégagée en jeu. Mhm. Et alors Voilà. en plus avec Ah oui, Calamax, c'est... Enfin, pourquoi est-ce que c'est le... mis dans ce deck? Parce que c'est super fort. oui, Ah, enfin, parce que vous littéralement... sacrifiez un terrain Ouais, ouais. Tu, pour tu- en avoir deux. Bah ouais, parce que tu t'as pas à payer le coût supplémentaire en fait Hmm. quand tu copies le sort. Et du coup c'est... Ouais. Enfin, tu sacrifies un terrain, t'as payé juste un mana vert, éventuellement t'as sacrifié la forêt qu'il a fait, le mana vert. Voilà, comme ça en plus t'as pas de terrain engagé. Et derrière tu vas chercher deux terrains qui peuvent être des terrains spéciaux en plus, non basiques. La violence Ouais. quoi. En fait, là c'est la première fois dans ce deck où j'ai l'impression, je vois la carte et je suis là, en réédition. Wow! On est vraiment face à une carte qui pour moi, elle fait très bien le taf avec Alamax et elle montre à quel point ça peut aller, on peut aller plus loin quoi. Vite. Voilà. Hmm. Et c'est pas fini, il y en a encore une autre dont on va parler un petit peu après. Voilà. Ouais. Et communion avec la lave, X rouge rouge pour un éphémère, exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. C'est cool, c'est ok. C'est... C'est étrange, cette carte-là, je ne la connaissais pas. Ah ouais? Je me souvenais absolument pas de cette carte alors que j'ai joué à l'édition, c'était Dragon de Tarkir celle-ci. Dragon? Ouais. Je suis là, what? Mais je me souviens absolument pas de cette carte, Non, c'est c'est fou. ça. En Et fait, elle est c'est... sympa parce qu'en gros, elle va, en la jouant correctement, Mhm. et en fonction de ce que vous avez en main au moment où vous la jouez, ça peut te donner une seconde main pour jusqu'à ton prochain tour. Mhm. En plus, c'est jusqu'à la fin de votre prochain tour, c'est pas jusqu'à la fin de Ouais. ce tour-ci. C'est ça qui est d'autant plus étrange parce que j'avais l'impression que cette mécanique-là, enfin ce wording-là qui dit que en gros tes cartes exilées, tu peux les jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour, c'était quelque chose de très récent de ces 2 dernières années dans Magic. Et en fait, il y a cette carte-là qui existe et qui est beaucoup plus ancienne, hein, parce que bon, Dragon de Tarkir, ça commence à dater un petit peu. Donc ouais, j'ai l'impression, ouais, ok, c'est assez intéressant. Et c'est dommage, pourquoi il n'est pas plus joué? Il faut que je vais me renseigner là, je vais probablement la jouer Parce dans que, quelques decks. bon, après voilà, ça fait partie des cartes comment? En fait, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens de se dire que les cartes que tu joues pas, tu les perds. Oui, mais bon, enfin, c'est le risque avec le rouge, hein. Faut bien... Mm. C'est pas nouveau, Mm. c'est pas nouveau. Non, mais ouais, elle est cool ici. Mm. Ouais, on a quelques... Ouais, c'est inégal ce dont on va parler. On a mutation d'artefact, meute chasseresse et perspicacité du chasseur. Alors, mutation d'artefact, un éphémère pour un rouge invert qui va détruire un artefact ciblé, qui ne peut pas être régénéré. Et en plus, derrière, vous créez X jetons de créatures saprobionte 1-1. X étant le coût converti de mana de l'artefact. Ma foi, c'est un bon removal, hein, de manière générale. Ouais, ouais. C'est un éphémère En en plus, plus. ça laisse des bodies, c'est cool. C'est... Voilà. Et avec Calamax, c'est très, très bon, en fait, ça fonctionne bien. Mm. Donc ouais, un fort joli removal. La mode chasseresse, alors là, par contre, il faut qu'on en parle aussi. Un éphémère pour 7, dont 2 verts, qui crée un jeton de créature 4-4 bête, pardon, j'ai bugué. Il a le déluge, le storm, donc quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci.
Je rappelle que ça inclut également les sorts qui ont été lancés par les adversaires. Alors, pourquoi je l'inclus Meilleure dedans? carte. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Meilleure carte. Ah bah non. Ah, Il y a marqué déluge dessus, c'est la meilleure carte je du suis deck. pas d'accord. Du tout. Et pour une raison assez simple en fait. Le truc c'est que déjà ça coûte 7, c'est extrêmement cher. Alors certes, vous avez, quand vous lancez ce sort, copiez-le, nanani nanana. Le problème c'est qu'on est dans un deck en fait qui est énormément axé autour des éphémères et rituels. Enfin surtout des éphémères. Sauf que Calamax ne copie que le premier éphémère qui a été lancé et uniquement quand il est engagé. Du coup, ça veut dire que tu te lancerais des éphémères avant la phase d'attaque pour pouvoir faire un peu de déluge avec la meute chasseresse. Mais non, mais la meute chasseresse, tu la joues en fin de tour adverse quand il a buté et qu'il a joué 20 trucs avant le tour. Ouais, je sais pas, c'est... Bon, après, j'avoue, oui, 7 mana, ça semble être un peu le bout C'est du monde. cher, enfin je veux dire... En Mais plus... au pire, même si. Oui, mais au pire, même si Calamax est engagé, pour 7, t'as 2 4-4. Ouais. Je sais pas, c'est... Ça me semble beaucoup juste pour créer 2 jetons 4-4. Je préfère largement le nouveau sort qu'ils ont créé, qui crée des 3-3 pour chaque artefact. C'est... Ah, mais là, c'est conditionnel si personne n'a d'artefact. Oh, honnêtement. Il y a un monde où ça existe. Oh là là. Je sais Il y a pas. un monde où meute chasseresse sera strictement supérieur. Non, mais il y a Storm Après... dessus, ça peut pas être une mauvaise carte. Ouais, après Ou moi il y a alors un mon autre... jugement est biaisé parce que j'aime bien Storm. Ouais, c'est peut-être un peu ça, je pense. Parce qu'il y a aussi un autre souci, c'est que dans une partie de Commander, quand je vois un deck qui a du bleu, qui a 7 mana dégagés, j'évite de lancer tous mes sorts dans la gueule. Hein. Je vous rappelle qu'il y a Faille Cyclonique qui existe, qui coûte 7 mana. Alors, honnêtement, entre Meute Chasseresse et Faille Cyclonique lancée en surcharge, il y a quand même 2 niveaux de puissance différents. Hein. Soyons honnêtes. Mais c'est du mind game à ce niveau-là. Tu leur Ouais. fais croire qu'en fait ils vont tout renvoyer en main. Et en fait, non, paf, tu fais 2 4-4. Ouais, mais c'est le problème, Minimum. c'est que du coup, dans ton optique, tu voudrais que le jouer durant un tour adverse, ce qui est logique. C'est le meilleur endroit durant lequel on pourrait le jouer. Avec un Calamax engagé, ce serait encore mieux. Mais ce qui est embêtant, c'est que Meute Chasseresse, derrière, bah, étant donné qu'il y a cette possibilité à un moment que tu aies une grosse réponse style faille cyclonique, pour moi, ça va dissuader les joueurs de jouer réellement leur tour à fond. Parce que combien de fois ça t'est arrivé, enfin moi ça m'arrive souvent, hein, où ah bah tiens il a 7 mana dégagés, il joue bleu, je vais peut-être éviter de me setup et de mettre des grosses cartes quoi, je vais jouer une carte, Non, mais... 2 cartes et puis point. Oui. Non, mais je te troll. Hein. Faut pas la jouer la carte. Ah Je troll complètement, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Je viens de passer Si 5 vous voulez minutes jouer à la argumenter. Ouais. Pour rien. Non, pas pour rien. Mais non, Je- faut pas la jouer. En fait je viens d'argumenter contre les trolls qui auraient fait ça dans les commentaires. Non ouais, c'est pour ça que je l'ai mise dans la vidéo, hein, que je voulais absolument qu'on en parle. C'est que c'est pas un bon choix. Vraiment, non. Pitié, Non. ne jouez pas cette carte. Par Non. contre, la suivante... Si vous voulez jouer une carte où il y a marqué Storm dessus, jouez Mitraille qui est bien mieux. Après, C'est malheureusement, plus conditionnel, mais même dans le deck, ça ferait quelque chose de mieux que ça, quoi. Malheureusement, c'est un rituel mitraille, c'est ça le problème. Oui. Ouais. Oui. Mais la carte suivante, par contre, ah, ça j'aime bien. Perspicacité du chasseur, un éphémère qui coûte 3 dont un vert. Vous allez pouvoir choisir une créature ciblée que vous contrôlez, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou à un Planeswalker ce tour-ci, piochez autant de cartes. Mais, comment ça, pourquoi tu soufflais? C'est pas bien? C'est très bien ça. Non, j'ai pas soufflé, j'ai fait j'ai acquiescé. Ah mais ça avait l'air d'un J'ai petit... acquiescé parce que le fait de pouvoir piocher 10 cartes si ton Calamax y passe, ça semble quand même assez fort. Ouais. Qui plus est, en plus, si du coup c'est Calamax qui l'a engagé, quand vous copiez le sort, c'est pas redondant. C'est-à-dire que le... Oui, non, pas les armes redondants. Excusez-moi. Oh mon dieu. Je viens de faire une blague de Camelot. Le poireau est un objet redondant. Il est fatigué. Ah mon dieu. C'est la fin, c'est la fin. Du coup, la perspicacité du chasseur, si vous copiez du coup le sort et que vous le mettez 2 fois sur la même créature, bah, vous allez avoir du coup 2 fois la capacité, entre guillemets, déclenchée, ou plutôt retardée, je devrais dire, de la perspicacité du chasseur qui va se mettre en pile. Donc du coup, bah ouais, si Calamax c'est une 10-10,
que vous avez fait 2 fois la perspicacité du chasseur, et bah du coup ça sera une 20-20, et puis voilà. Enfin vous allez, pardon, pas une 20-20, vous allez piocher 20 cartes. Et c'est la violence. Ouais. Et je pense que Ouais. dans un deck comme ça qui a envie d'avoir pas mal d'éphémères dans sa main pour pouvoir du coup faire des tricks avec Kalamax, le fait de piocher beaucoup comme ça en une fois, en plus avec quelque chose de synergique avec le commandant, ça me semble très intéressant. Hein. Mm. Et puis, Non, ouais, c'est une très bonne carte. je tiens quand même à le préciser, c'est la toute première réédition de cette carte depuis M12, et c'est une bonne carte. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne carte. Donc voilà, faites-vous Après, plaisir. faites gaffe à pas trop piocher non plus. Oui, voilà, bon après, je sais plus s'il y a une tour du reliquat dans le deck, attendez, je vérifie. Non, il n'y a pas de tour du reliquat dans le deck. Peut-être qu'il faudra en mettre une, du coup, si vous voulez axer Ouais. pas mal pioche, avec le bleu, avec des effets de tricks de combat comme ça, c'est assez intéressant. Ça pourrait être probablement intéressant à mettre. Ouais. La suite, on a Air Sage, Spirale de croissance et Recherche effrénée, 3 excellentes cartes dans ce deck. Mhm. La première, Air Sage en tant que coup supplémentaire. Pardon. Je mets de donner le coup de mana. Pour 2 et inverse, c'est un éphémère. En tant que coup supplémentaire, on doit sacrifier un terrain. Et on Mhm. va chercher. Pardon, excusez-moi. Dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Et on les met sur le champ de bataille et on les met en jeu engagé. Donc Dégagé. avec un Calamax. Dégagé, Dégagé. pardon. Donc avec un Calamax engagé. Ouais. Pour 3 mana, plus on en sacrifie un qu'on vient d'engager. Mhm. On va en chercher 4. Et on les met dégagés. Ah là là. Je vous avais Ça dit, sent hein. vraiment pas. Ouais. Ça sent vraiment pas mal. Hein. On avait dit seulement c'est bien, bah là, Air Sage, lui, va chercher juste des basiques. Mais voilà, enfin, les 2 cartes en plus, bon, pour ceux qui ont encore vu mon deck Tech Clotis, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes de Clotis en fait qui sont dans ces decks, c'est assez impressionnant. Mais ben, c'est très fort en fait, c'est vraiment très très fort. Je veux dire, là, 4 terrains en plus, enfin, en fait, finalement, pour 2 mana, en sacrifiant évidemment le 3ème que vous aurez engagé, vous aurez 4 mana supplémentaires, c'est fort, parce qu'ils arrivent dégagés, donc du coup, vous avez pas seulement une plus-value niveau ramp, vous avez une plus-value sur le mana que vous pouvez faire ce tour-ci. Donc voilà, vous avez remboursé, vous faites 2 mana supplémentaires par rapport au coup de mana de Air Sage. Donc c'est fort, c'est très très fort. Ensuite, Spirale de croissance, qui est devenue une excellente carte du standard. Une illustration magnifique. Pour un vert et un bleu, c'est un éphémère. Vous piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Encore une fois, la carte est forte de base, mais elle est encore plus si Kalamax est engagé, puisqu'on en fait une copie. Donc, virtuellement, pour 2 mana, piocher 2, mettre 2 terrains de notre main en jeu. Ouais, déjà rien que piocher 2, moi je suis content. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, Et pouvoir mettre 2 terrains dégagés, c'est pas mal. Ouais, bah... Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, c'est juste fort, donc voilà, ouais. jouez-le. Recherche effrénée, qui est aussi très très fort en fait maintenant que j'y pense. Pour 2 et un bleu, c'est un éphémère. Piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes, puis dégagez jusqu'à 3 terrains. Si Kalamax est engagé, c'est la violence pour aussi. 3, vous piochez 4, vous piochez. Enfin, techniquement, vous piochez 2, puis défaussez 2, puis dégagez 3, puis piochez 2, puis défaussez 2, voilà. puis dégagez 3. Ne faites pas. Mais virtuellement, vous. Ne faites pas votre n'importe comment, s'il vous plaît. Voilà, on résout les 100 un par un. Merci. C'est ça. Mais virtuellement, on pioche 4, défausse 4, donc on filtre très bien notre main, et ensuite on dégage 6 terrains. Ouais. Alors donc on se redonne encore un peu de gaz pour la suite. Quoi. Ouais. Alors que techniquement, à la base, on a payé que 3 mana si Kalamax s'est engagé. Donc voilà, c'est ça. Encore une fois, on redonne du mana, on redonne de la puissance au deck. C'est impressionnant, franchement. Il y a... Ou un mana et un seul ring. Oui, oui. Il y a vraiment de quoi faire. C'est... Ces 3-là sont très intéressantes et ça montre aussi à quel point des petites cartes, parce qu'on est quand même sur des communes aussi, hein, c'est pas des grosses cartes, oh là là mon dieu je fais des trucs de taré, mais juste quelques petites cartes peuvent rendre Kalamax extrêmement efficace en fait. Enfin peuvent être rendues, alors elles sont déjà efficaces de base, mais avec Kalamax elles le sont encore plus, et elles rendent le deck encore plus puissant derrière, il y a du ramp, tout ça, enfin bon c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors la suite avec l'une des rééditions les plus attendues de ce Commander 2020, donc Charme de l'évolution, Jambière d'éclair et Reboisement des régions reculées. Évidemment tout le monde voulait Charme d'évolution. Non je déconne, c'est les Jambières d'éclair, mais bon. Un seul deck qui le contient et c'est celui-ci. Bordel. Donc bon. Allez, on est parti. On va en parler un petit peu plus.
Charme d'évolution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éphémère qui coûte 2, dont un vert, qui vous permet de choisir un parmi les 3 suivants. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, ou la créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Alors, je vais avoir une chose à dire, c'est pas super sympa de faire une croissance luxuriante en éphémère qui met dans la main. Je trouve ça un peu méchant, voilà. Sadique. Mais bon, après ça se justifie parce que ça coûte que 2 mana, la croissance luxuriante coûte également 2 mana. Donc bon, ça aurait été strictement meilleur, ça aurait été joué partout. Donc bon, voilà, c'est... Voilà, bon écoutez, ça va, je peux comprendre. Après ça reste intéressant de pouvoir aller chercher quand même 2 terrains, ça filtre quand même le deck, même si ça met pas sur le champ de bataille. Ça peut aller. Renvoyer une carte de créature ciblée, bah, vu qu'on n'a pas tellement dans le deck... Après, bon, les cartes en question sont quand même... Enfin, les créatures sont quand même très intéressantes, généralement pour le deck, donc c'est vrai qu'on a aussi envie de les récupérer. Ça peut être pas mal. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est le fait d'avoir que la créature ciblée acquiert le vol. Enfin, littéralement sur un sort vert, déjà. T'es là, ok, pourquoi pas. Mais pouvoir donner une capacité d'évasion à Kalamax semble assez intéressant. Voilà. Je vous rappelle juste encore une fois, c'est un sort modal, donc du coup quand vous copiez le mode que vous avez choisi à l'origine, vous n'avez pas le droit de changer. Donc voilà, si vous avez choisi de donner le vol à Kalamax alors qu'il est déjà engagé, bah faudra donner le vol à une autre créature ou à Kalamax une deuxième fois. Voilà. Tant pis. Voilà. Mais il y a un petit truc qui me dérange, moi, dans ce sort-là. Un petit truc très léger, c'est la carte qui suit en fait, qui ne va pas du tout avec. Et qui montre qu'il y a peut-être une petite couille dans le pâté. Bon, les jambières d'éclair, je les présente plus, hein, linceul, célérité qui sont donnés à la créature équipée. Linceul, messieurs, dames, linceul, donc du coup, capacité qui est censée... Enfin, qui protège de tous les sorts et toutes les capacités lancées, y compris les vôtres, qui empêchent d'être ciblés. Du coup, comment est-ce qu'on peut mettre des boosts, des effets qui ciblent des créatures, si notre commandant a le linceul? C'est une... Excusez-moi, hein, mais je pense que là, les jambières d'éclair dans ce deck, c'est l'une des plus grosses boulettes qui a été faite, hein, niveau conception. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que notre Kalamax, il a un côté pas Voltron, mais bien souvent, il y a un côté où en fait, on va vouloir jouer des trucs en le ciblant lui, et ben tu peux pas, enfin... Bah, on veut des tricks de combat. Dans le pied, c'est un peu... Ouais, voilà. On veut des tricks de combat, on veut mettre des marqueurs, on veut lui donner la double initiative éventuellement, voilà. On veut lui permettre de nous faire piocher, tout ça. Et là, on veut lui donner le vol. Imagine, tu veux faire perspicacité du chasseur dessus, bah tu peux même pas, donc du coup tu peux pas piocher, tu peux pas continuer à jouer, quoi. Ouais, les jambières d'éclair, c'est vraiment pas la bonne idée ici. Je sais pas, là c'est vraiment erreur de conception. Hein. Les bottes de Pidagil auraient été bien meilleures dessus, en fait. Certes, ça coûte un mana équipé, bon, c'est bien de rééditer les jambières, mais à la limite, il y avait d'autres decks dans lesquels on pouvait le faire. Hein. Ils pouvaient le faire dans le deck Gavi, par exemple. Voilà. Mais non, mais là, il faut protéger le commandant, vous vous rendez compte? Oui, mais là, c'est un peu too much, quoi. Donc bon. Désolé, mais jambières d'éclair, pour moi, si vous jouez Kalamax, il faut le dégager. Par contre, si vous jouez Xiris, là, on peut jouer sans problème. Okay. Voilà, à moins que vous jouiez effet de boost, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que voilà, vous jouiez énormément sur les boosts de votre créature, de votre commandant. Mais bon, voilà. Attention quand même, jambières d'éclair dans ce deck. Les reboisements des régions reculées, bah oui, fort sympathique. Le fait de dégager au début de notre étape de fin tous les terrains qu'on contrôle, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça ne dégage que les terrains, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais Muselé des Graines, c'est strictement meilleur. Oui, mais le problème, c'est que Muselé des Graines va aussi dégager Kalamax. Parce qu'il dégage tous les permanents. Donc c'est un petit peu la violence. Là, reboisement va juste s'occuper des terrains, du coup c'est synergique avec Kalamax, même si ça le fait qu'une seule fois. Voilà, donc n'abusez pas non plus trop de votre mana. Ne balancez pas tout en une fois sur le tour adverse. Ouais, et pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne le reboisement des régions reculées en standard, du coup ça vous pousse à mettre Expansion Explosion dans le deck, qui est juste une excellente carte, donc mettez Expansion Explosion dans votre deck. Ouais. Voilà, c'était le petit conseil d'Emeric. Tiré du standard. Bah, c'est pas un petit conseil, c'est juste que, en fait, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, quand vous arrivez en étape de fin, si vos terrains sont dégagés, le reboisement des régions reculées va rentrer en pile. En réponse, vous pouvez faire du mana. Puis ça va dégager les reboisements, puis vous pouvez les rengager. Donc si admettons vous avez 7 terrains en jeu, vous pouvez faire 14 mana en fin de tour pour pouvoir faire une expansion explosion. Voilà. Et piocher 10 et mettre 10 à quelqu'un.
Ce qui est fort intéressant. Si Kalamax est engagé, ça fait 20. Voilà, c'est fort parce que voilà, c'est fort. Voilà, profitez-en, la carte est encore en standard, elle vaut rien, donc allez-y. Donc les deux dernières cartes non-terrain rééditées dont on va parler, c'est l'intelligence de l'essaim et Jace, architecte des pensées. Car oui, il est un Planeswalker dans ce... intelligence de l'essaim, pour 6 et 1 bleu, vous avez un enchantement qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez copier ce sort, et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Alors, le coût de mana est très prohibitif, mais par contre, en fait, c'est tellement fort dans ce deck que du coup, je vois peu de raisons de ne pas la jouer. C'est très fort, ce sera un truc de fin de partie où vous allez commencer à copier 2 ou 3 fois chaque sort. Ouais. C'est... Pour l'avoir joué dans quelques decks, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué à jouer, ça je vais pas vous mentir. Parce que ouais, 7 mana, c'est vraiment lourd, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'après, par contre, quand t'as réussi à le mettre en place, si t'as réussi à le mettre suffisamment tôt en place, imaginons t'as rampé un petit peu tout ça, les cailloux, tout le bordel, à partir du moment où il est sur champ de bataille, c'est une menace. Je veux dire, on est vraiment sur un sort qui a vraiment un impact énorme derrière sur tout ce que vous allez pouvoir jouer. C'est très fort, très puissant. Donc voilà, c'est... Faites attention quand vous jouez contre ce deck, Intelligence de l'Essaim, quand il est sorti, surtout avec Kalamax à côté, ça va devenir débile. Et en plus, si vous avez le bâton en plus à côté, hein, le bâton dédoublant là, là ça peut devenir complètement anarchique. Donc faites vraiment attention à cette carte là. Après, c'est vrai que c'est compliqué de la jouer. Voilà. Mais le coût vaut bien la récompense derrière. Donc Jace, architecte des pensées, pour 2 et 2 bleus, vous avez un Planeswalker Jace, qui arrive avec 4 loyautés. Son +1 jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque, elle gagne -1/-0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pratique si vous jouez contre des jetons. -2, révélez les 3 cartes du titre de votre bibliothèque. Un adversaire les sépare en 2 tas. Mettez l'un d'entre eux dans votre main et l'autre en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc on a un mini Féofiction. Et -8, pour chaque joueur, cherchez dans la bibliothèque de ce joueur une carte non-terrain. Exilez-la. Puis ce joueur mélange sa bibliothèque. Vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coût de mana. Violence absolue, c'est -8. Très fort. Mais voilà, après c'est compliqué d'y arriver avec le Jace. Ouais, non, mais... Je suis pas très fan de ce Jace-là dans ce deck-là. Non, moi non plus. C'est 0. Alors, j'aime bien ce Jace, hein, je veux le dire, j'aime bien. Oui, non, mais moi Jace, c'est un Jace sympa. Parce qu'en fait, le +1 a un petit côté aussi temporisation générale du deck. Enfin, du board. T'es là, c'est toutes les créatures qui attaquent, quoi. C'est intéressant. Le mini Féofiction, malheureusement, je le trouve très faiblard. Parce que c'est mini, quoi, c'est que 3 cartes. Le -8 est très fort, mais malheureusement, pour y aller, c'est trop situationnel. Ouais, c'est très tendu. Donc bon, dans ce deck-ci, bref. Ouais. En vrai, on va continuer dans mes bons conseils. Si vous voulez faire un tout petit switch, vous enlevez ce Jace et à la place, vous mettez Ral Storm Conduit, celui de la guerre des Planeswalkers. Ouais, qui est bien meilleur. Qui a le même coup de mana et qui est bien meilleur beaucoup plus synergique avec votre deck. Ouais, d'ailleurs je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas réédité, hein, parce que bon, ils nous ont réédité des cartes de Ravnica, donc... Ah. Oui, mais ils ont réédité des communes. À mon avis, ça les embête peut-être de mettre dedans des rares qui viennent viennent du standard. On a déjà eu le coup, hein. Ils en ont réédité certaines. Mais probablement, oui. Mais en fait, je suis en train de repenser à autre chose aussi, surtout, c'est que les cartes les plus récentes qu'on a dans les decks Commander de cette année, elles datent au grand maximum de l'allégeance de Ravnica. Il n'y a aucune carte qui date de la guerre des Planeswalkers et en avant. Donc c'est possible que en fait l'équipe de conception des decks Commander... il l'avait fini avant, ouais. Il avait fini avant que la conception de la guerre des Planeswalkers soit faite. C'est pas impossible. Voilà. Donc, en tout cas, allez-y, faites le switch. Hein. Oui, c'est bien meilleur. Et on va finir avec les 2 terrains. Alors, 2 terrains réédités dans cette édition-là. Il n'y a pas que ceux-là, mais je voulais en parler. C'est des terrains utilitaires qui viennent tous les deux du cycle des terrains utilitaires d'Innistrad, d'Innistrad original.
Voilà, hein, il fallait en parler. On a le phare abandonné et la garenne au loup de Kessig. Alors le phare abandonné en fait qui vous permet pour 3 dont un bleu et un rouge en s'engageant de piocher une carte puis défausser d'une carte. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est dans ce deck. Moi j'aime bien. Bah ouais, c'est bien. Elle aura bonne toujours une carte. utilité. C'est une bonne Oui, carte. alors oui. Mais pourquoi Elle aurait dû être dans le deck d'hier. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le deck recyclage? On a littéralement une carte qui dit, enfin des cartes qui disent quand vous piochez, quand vous vous défaussez, faites tel effet. Et là on a le phare abandonné qui est ici et il n'est pas dans le deck recyclage. Et le pire c'est que hier quand on a enregistré l'épisode, j'étais persuadé que le phare abandonné était dans le deck à la base. Et non. Bah ouais. Pourquoi du coup? Explique-nous. C'est parce qu'il est abandonné. Oh la blague. Voilà, non. voilà. Après Allez, je pense que c'est aussi parce que dans le deck recyclage on avait tous les terrains avec le recyclage. Ça faisait beaucoup de terrains spéciaux. Pour ceux qui prévoient de prendre toute la fournée de decks de cette année, vous pouvez tout à fait faire le switch, c'est pas gênant. Voilà. Le phare abandonné reste une bonne carte quoi qu'il arrive. Parce que le fait de pouvoir looter, donc qui est le fait de piocher une carte puis de se défausser une carte, on appelle ça looter. Le fait de pouvoir looter, c'est quand même pratique parce que ça nous permet peut-être de filtrer une main qui est pas si bonne que ça. Ça nous donne accès à une carte supplémentaire. Ça peut même nous donner accès à un éphémère supplémentaire pour avoir un tricks de combat avec Calamax. Donc non, c'est jamais une bonne carte, mais c'est pas l'endroit le plus optimal pour la mettre. Ouais. La suivante, par contre, la Garenne au loup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, ce qui est fort dommage, pour X, un rouge et un vert en l'engageant, la créature ciblée gagne plus X plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Là, c'est ton finish. Hein. C'est pour finish, mais c'est aussi dissuasif, je trouve, vis-à-vis de Calamax. Vis-à-vis des adversaires, en fait. Quand on a la Garenne au loup, généralement, les adversaires, il y en a beaucoup qui vont se dire, je vais pas bloquer, parce que de toute façon, juste en payant un rouge et un vert, tu peux lui donner le piétinement. Donc, t'es là, ouais, bon. Du coup, ça dissuade carrément les adversaires de bloquer des fois les créatures quand elles sont suffisamment grosses. Donc ouais, ça peut avoir un intérêt quand même un peu politique. Et puis, c'est une très bonne carte. Hein. Ça se joue dans beaucoup de decks agressifs rouge-vert. Non, bon. Bon, un petit topo, un petit bilan sur ce deck Calamax, Arcane Maelstrom, Xiris. Ouais, je vais aller vite. J'aime beaucoup les nouvelles cartes de ce deck. Elles iront très bien dans beaucoup de decks différents. Mais en fait, en gros, ce deck, autant on disait avec... c'était lequel? C'était avec le deck d'hier où on disait que certaines cartes n'allaient pas forcément là. Ouais. Autant celui-ci, il y a pas grand-chose à garder, en fait, malheureusement. Quand on va vouloir... si on veut jouer un vrai deck Calamax, il faut repartir quasiment de zéro. Il y a très très peu de cartes qu'on va garder. Après, c'est comme je mais toutes les nouvelles cartes sont cool. Elles auront toutes une place quelque part. Et bon, pour ce qui est des réimpressions, elles sont très très classiques hein, quand même. Oui, on est sur du classique. À part Assolement où je suis content de l'en avoir un. D'en avoir un, Mutation d'artefact, c'est sous-joué pour moi parce que c'est un des meilleurs removal. Mono ciblé, mais removal et les terrains sont cool. Mais ouais, je sais pas. C'est celui qui me laisse le plus. C'était un de ceux qui me hypait le plus. Et en fait, quand on a fait le débrief, Ouais, on a débriefé. Enfin, ce que j'ai. La réflexion que j'ai eue, en fait, quand j'ai vu la decklist complète, c'est. J'ai l'impression, en fait, qu'on a eu un certain niveau dans les 3 premiers decks qui ont été révélés, du coup, qu'on vous a montré, parce qu'on le fait dans l'ordre des reveals. On avait un certain niveau avec vraiment des pistes très intéressantes et qui avaient été poussées un petit peu par l'équipe de conception. Mais sur ce deck, j'ai l'impression qu'on est retombé un peu dans le défaut qu'il y avait eu dans les Commander 2019 et 2018. C'est, alors écoutez, il y a plusieurs choses possibles, il y a des possibilités un peu à droite à gauche, du coup, on vous montre quelques cartes par-ci, quelques cartes par-là, quelques cartes par-là, et puis vous vous démerdez. Et du coup, ce qui fait que, c'est ça. En soi, le deck, comme tu dis, hein, si tu veux réellement optimiser le deck d'une certaine façon, il y a très peu de cartes que tu vas garder parce qu'il y a plusieurs façons de l'optimiser. Voilà, comme on l'a dit, on peut y aller full éphémère, tricks de combat, tout ça. On peut y aller full protection sur notre commandant en lui donnant de l'évasion, et du coup en faisant en sorte derrière de
de le booster à fond en jouant un petit peu Voltron. Il y a pas mal de choses à faire. On peut jouer full copie et tout en mettant vraiment tout ce qui peut faire copier. Réduction des coûts. Alors évidemment, on fait pas forcément un seul de ces trucs, mais on peut en choisir deux, en fait, deux thématiques et les mettre ensemble pour que Calamax fonctionne bien. Mais le problème, c'est que là, il y a tellement de choses qui sont cumulées, il y a tellement de possibilités autour de ce commandant, que l'équipe de design, ils ont fait, bah écoutez, on va toutes les explorer en même temps, mais juste un petit peu. C'est comme si... Enfin, je sais pas, c'est comme si on... C'est à force de vouloir trop bien faire, ils ont rien fait en fait. Ouais, on dirait une simple démo des différentes façons de jouer Calamax en fait. Et pas un deck préconstruit qui est sympa à prendre en main, qui a un bon niveau déjà de base juste en tant que deck préconstruit, et qui peut jouer tranquillement entre copains. Si, vous pouvez le jouer entre copains, mais c'est vrai que, honnêtement, je ne peux pas concevoir que ce deck-là, en comparaison avec les autres decks qu'on a vus auparavant, qui soit au même niveau de puissance. Ça n'est pas possible pour moi. En plus, il y a aussi autre chose dont on n'a pas forcément parlé pour le moment. Un petit détail qui m'a sauté aux yeux là en re-regardant la decklist actuellement. Le coût converti mana des sorts. Le coût des sorts est assez élevé en fait. On avait parlé sur le deck Abzan, qu'il y avait des coûts élevés, que ça pouvait être prohibitif pour certaines cartes. Mais c'est aussi valable ici en fait. On a des coûts assez élevés. Sachant que notre commandant déjà de base est quand même, on va le dire, assez cher. Pardon, excusez-moi. On a quand même quelques coûts assez élevés. À partir de 5 mana, 5 mana et plus, ça fait assez mal au cul. Et surtout qu'il y a des cartes qui, malgré leurs coûts, ne sont pas extrêmement efficaces. Ouais. Voilà, donc... Non, mais de toute façon, Calamax est un excellent général, mais il faut repenser le deck. C'est le deck. Et même si vous allez vous pencher, quand vous allez vous pencher sur Calamax, même Calamax a plusieurs versions en fait. Donc voilà, c'est très intéressant en termes de deck building, mais par contre il faut vraiment travailler dessus quoi. Ouais. Xiris, Xiris c'est cool aussi. Les partenaires, je suis un peu moins fan, mais ils ont le design pour eux, donc c'est cool. Ouais, ils ont un design sympa. Et pour l'instant, en vrai, des 4... Ouais, c'est le 4e qu'on a fait là, ouais, oui. Des 4 qu'on a fait jusqu'à présent, c'est celui qui m'intéresse le moins sorti de la boîte en fait. Ouais. Bah, les commandants sont intéressants. Il y a les nouvelles cartes proposées dedans qui sont vraiment intéressantes et pas mal du tout. Mais bon, il y a un problème de design autour du deck. Voilà. Voilà. Mais bon, peut-être que je vous ferai un deck tech dessus, ou peut-être pas. Ça dépend de mes envies. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on avait à dire sur ce deck Calamax. Ce deck Arcane Maelstrom. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider. J'essaierai de voir. Oui, mais non, mais je vais quand même essayer de me forcer un moment à faire un deck tech dessus parce que c'est vrai que vu que le deck de base a l'air quand même beaucoup moins solide que les autres, c'est probable que je fasse un deck tech dessus pour vous aider à un moment. Hein. Je vais pas vous laisser tout seul dans la merde. Donc bon, écoutez, on se retrouve demain pour le dernier deck. Le dernier deck dont j'ai oublié le nom, Ruthless Regiment, qui est du coup le deck humain mardu. Et on va aussi avoir pas mal de choses à dire dessus, je pense. Oui. Ça va être assez intéressant, hein, ça va être assez intéressant. Ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, parce que là, elle est extrêmement longue encore une fois. Faut vraiment qu'on se calme un moment sur les discussions et les cartes. Mais bon, hein, ça fait plaisir de pouvoir parler autant de ces decks-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Salut.